Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au 30e jour de la guerre entre la coalition américano-israélienne et l'Iran, eh bien, est-ce que déjà l'ombre de l'Iran ne serait pas en train de planer sur la France? En tout cas, on va y revenir parce que les incidents se sont produits en France aujourd'hui à ce propos. Nous allons donc parler avec Guillaume Fard ce soir, consultant police-justice TF1. Merci d'être là, Guillaume. Et Bruno Pomar. Bruno Pomar, bonsoir. Vous êtes président de Initiative Sécurité Intérieure, ancien instructeur du RAID. Après avoir fait ce petit détour en France, nous allons bien sûr revenir sur l'actualité internationale de cette guerre en Iran qui est chargée ce soir. Donc, comme je disais, Guillaume Fard, est-ce que ce soir, l'ombre de l'Iran en guerre plane sur la France? Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, le pense, il vient de le dire. Je le cite simplement. Voici ce qu'il a dit. Je fais le lien avec les actions menées dans les pays voisins qui ont abouti et ont été suivies de revendications d'un groupuscule qui faisait référence au conflit en Iran. C'est-à-dire, il parle du fait que cette nuit, des policiers de la BAC ont déjoué un attentat dans le 8e arrondissement de Paris devant un bâtiment d'une banque, la Bank of America. Oui, parce que... Ils ont donc arrêté une personne. Oslo, Rotterdam, Amsterdam, Liège, plus récemment Londres, le 22 mars dernier. C'était sur des synagogues, hein? Pas que. Pas que. Il y a eu l'ambassade des États-Unis, dans le cas d'Oslo de mémoire. Il y a eu aussi certaines ONG quand elles étaient israéliennes. Et il y a eu effectivement des écoles juives. En fait, ce sont des intérêts soit israéliens, soit américains, soit des Européens de confession israélite. En clair, on désigne ceux qui interviennent présentement en Iran. Le mode opératoire est toujours le même. Et c'est donc depuis le début de la guerre en Iran, hein? C'est depuis 3 semaines. C'est ça. Depuis début mars. Oui, on va dire absolument. depuis début mars. Il y a un mode opératoire qui est similaire. Ça se passe toujours de nuit. Des engins incendiaires dans des locaux qui sont désaffectés, avec la mise à feu de ces engins, et simultanément on filme, on capte les images. Les images, ensuite, elles servent d'appui à des communiqués. Des communiqués de revendication, on en a déjà eu 3. Dans tous ces pays-là? Pas dans tous ces pays. On en a eu pour la Belgique, oui. On en a eu pour les Pays-Bas et on en a eu pour la Grande-Bretagne. Et donc, en fait, il manque la Norvège. Et les communiqués de revendication émanent d'une organisation d'inspiration chiite qui s'appelle le MICV, pour Mouvement islamique des croyants vertueux ou véritables, selon la traduction. Le vertueux, ce groupe islamiste pro-Iran, c'est ça. Exactement. Qui responsable de plusieurs explosions en Europe. Qui a revendiqué ces actions, qui sont quelque part des sortes d'avertissements. Si vous voulez tuer des personnes, vous n'allez pas vous en prendre de nuit à des locaux désaffectés. Vous tuez des gens de jour devant tout le monde. Donc, ce mode opératoire-là, il porte une signature. Et ce que dit le ministre de l'Intérieur ce soir, c'est que ce que l'on a vu devant le siège de Bank of America, ça porte la même signature. Si vous me permettez d'un mot d'ajouter. Voilà. Alors, simplement, disons, pour éclaircir celles et ceux qui nous regardent, qu'il s'agit d'un mineur de 17 ans qui a été arrêté. Oui. Il tentait de mettre le feu, justement, à cet engin explosif artisanal. Mais il n'y a pas eu de communiqué de revendication. Pas à ce stade, mais ce que je voulais précisément ajouter, c'est ça, c'est que quand vous avez un mineur qui est recruté via Snapchat et que pour la modique somme de 600 €, on lui dit d'aller commettre un attentat et d'encourir la perpétuité, on l'a déjà vu ça avec les services iraniens derrière. En 2023, en 2024, il y a 6 cas qui ont quand même été relevés d'incendies volontaires par des gens qui sont souvent mineurs, ont été recrutés via Snapchat. Certains étaient liés à des aides mafias d'ailleurs à l'époque, pour aller incendier des locaux d'entreprise dont les propriétaires étaient franco-israéliens ou français de confession juive. Donc cette signature-là, on la connaît, et c'est ce qui fait que le ministre de l'Intérieur dit mes regards, ou mon regard, se tourne assez naturellement vers l'Iran. Oui, est-ce qu'il a raison, Bruno Pomar, le ministre de l'Intérieur français, de faire ce lien avec ce qui est en cours au Moyen-Orient? D'abord, il a des renseignements précis de la DGSI, de la DGSE, de la Direction du renseignement militaire, enfin de l'ensemble des services internationaux et français. Qui lui disent quoi? Qui font remonter évidemment des informations. Mais tout est lié. On l'a vu avec Gaza et Israël, pareil. Le niveau de terrorisme en France est au summum, on le sait, depuis de longues années même, on peut le dire. Mais là, précisément par rapport à tout ce qui se passe... Non, mais il n'est pas au summum en permanence. Il a été très très haut pendant un long moment et c'est redescendu. Mais là, visiblement, avec tout ce qui se passe avec Gaza, Israël, plus ce qui se passe actuellement en Iran, eh bien effectivement, les services de renseignement sont sur le qui-vive en permanence. Et surtout,
les policiers, évidemment, sont sur le terrain. Vous l'avez dit, les baqueux qui ont interpellé ces jeunes-là, eh bien, ont fait un formidable travail. Mais il y a la DGSI, les services, évidemment, je pense à Pharos, les réseaux sociaux qui sont contrôlés en permanence. Il y a un travail considérable de sécurisation à mener sur notre pays pour éviter le pire. Mais alors, Guillaume, donc, il s'agissait hier d'un jeune mineur, on le répète, de 17 ans, qui a, lui, été arrêté. Oui. En revanche, il y avait un autre individu qui montait la garde et qui s'est enfui. Alors, il ne faisait pas que monter la garde selon nos informations. Il filmait aussi. Hein. Ah, il filmait, d'accord. Et donc, c'est même capital. Vous m'interrogez en me disant il n'y a pas de communiqué de revendication. À cette heure, il n'y en a pas. Mais s'il devait y en avoir un, la vidéo pourrait servir effectivement d'illustration au communiqué de revendication. Alors, si donc, on avait pardon de vous couper, Guillaume, mais donc, pour qu'on comprenne bien, tout ce qui se passe depuis le début de la guerre en Iran, dans ces différentes villes d'Europe que vous avez citées, c'est toujours le même façon de faire et la même façon de revendiquer. En tout cas, tout est filmé. Oui, parce que c'est une façon pour l'Iran. Alors, je mets le cas de la France légèrement à part parce qu'il nous manque effectivement la revendication et que l'enquête du parquet national antiterroriste ne fait que démarrer. Mais c'est une façon pour l'Iran, de manière générale, de dire que si elle veut, elle peut. Donc pour le moment, on a incendié des locaux de nuit au moment où ils sont désaffectés. Mais si demain il devait y avoir un attentat de masse de jour, c'est possible. Enfin, désaffecté voulait dire que donc là il s'agit de Bank of America. Oui. C'est simplement que c'était de nuit, donc il n'y avait personne, c'est ça. Un vendredi soir de nuit. Si vous pouviez aller à la pause méridienne en pleine semaine quand les personnes sortent ou le matin quand elles arrivent, et vous n'aviez pas le même résultat. Et vous pouviez leur tirer dessus plutôt que de mettre un engin incendiaire. Donc, mais le mode opératoire qui consiste à dire j'incendie, je filme et je vous montre que je peux faire plus que ça. Et en plus, je peux le faire sans même me déplacer. Parce que aller sur Snapchat et recruter un jeune en lui disant bah tiens tu veux 600 €, vas-y, exactement comme le font les réseaux criminels et notamment la DZ Mafia pour rafaler des points de deal, c'est la même méthode. Mais Guillaume, qui peut recruter pour 600 € sur Snapchat? Probablement les services iraniens. C'est une hypothèse, mais elle est assez crédible ce soir. On l'a déjà vu, je vous disais, en 2023 et 2024, ça a déjà été fait 6 fois sur notre territoire pour aller incendier des locaux d'entreprises à Toulouse, à Montpellier, dans les Bouches-du-Rhône, qui étaient souvent des entreprises propriétaires de binationaux franco-israéliens. Mais les mouvements sont une force considérable parce qu'effectivement, avec le terrorisme par Internet, à travers les réseaux sociaux, c'est d'une facilité déconcertante. Et effectivement, on a affaire à des jeunes de plus en plus jeunes, puisque celui-là a 17 ans. Mais on le voit dans l'ensemble de ce qu'on voit dans le grand banditisme de façon générale, avec le narcotrafic, avec la prostitution, avec le terrorisme maintenant. On est capable de faire un acte terroriste, certes pour intimider, parce que là, effectivement, il y a pas de risque de mort, mais on est capable pour 600 €, d'être capable de perpétrer un attentat. Donc, c'est là où il faut qu'on se pose les bonnes questions en matière de sécurité et de répondre le plus efficacement possible. Mais ça a été déjoué, donc, par des policiers de la BAC, parce que ils suivaient ce que cet individu était en train de faire, ou ils étaient là par hasard, je ne sais quoi. Expliquez-nous, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Ce qu'on peut expliquer aux gens, c'est que le 8e arrondissement, hors semaine, c'est un vendredi soir, de nuit, c'est plutôt calme. Oui, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. C'est un quartier qui est un quartier d'affaires, surtout là où il y a le siège de Bank of America. Donc c'est pas un quartier particulièrement connu pour sa vie nocturne. Donc si vous vous promenez avec un bidon d'essence et qu'il y en a un qui commence à le mettre devant la porte et que l'autre commence à filmer, vous pouvez assez vite être repéré, d'autant que c'est un quartier qui est un quartier sensible, le 8e. Il y a l'Élysée, il y a des commerces de luxe. Bon, vous êtes en train de me dire qu'ils étaient quand même très maladroits, ceux qui ont fait cela. Je veux dire, 600 € sur Snapchat pour commettre un attentat, ça vous encourez la perpétuité, en clair, pour 600 €. Oui, vous voulez dire, Donc en fait, ce jeune de 17 ans qui est Est-ce qu'on en sait un peu plus sur lui? On sait qu'il a 17 ans, il est d'origine sénégalaise, il vit dans... Domicilié en Seine-Saint-Denis. Dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il n'est pas connu des informations qui sont parvenues des services de renseignement. Donc en fait, c'est soit le bras armé, soit l'idée utile, selon ce que vous voulez retenir comme qualification, d'une autre organisation ou de donneur d'ordre. Mais c'est pas quelqu'un qui spontanément de sa propre initiative va se dire tiens je vais commettre un attentat. On lui dit il y a des locaux, il faut les incendier, il y a 600 € à la clé, il va les prendre et il réfléchit pas. Hélas. Donc ça, Bruno Pomar, c'est de plus en plus fréquent, vous dites? Mais oui, parce que le risque exogène, comme on dit, de groupes terroristes qui viennent, comme on l'a vu évidemment dans les tristes années qu'on a connues, quasiment impossible maintenant parce que le travail de renseignement et de la DGSI a été très très opérationnel. Mais les forces présentes sur le territoire, jeunes endoctrinés
vaccinés ou pas, fiché S ou pas. Enfin, on se rend compte que maintenant, cette jeunesse, une partie de cette jeunesse qu'on retrouve évidemment très concentrée sur le secteur du 93, il faut le dire, 95, 93 et 78, mais surtout le 93 servent à beaucoup de... Et 78 aussi. Ce sont des opérateurs faciles pour les groupes terroristes, pour les groupes de narcotrafic, avec la DZ Mafia. On les a retrouvés des jeunes du 93 à Avignon, à Marseille, faire des règlements de compte. Donc, vous voyez un petit peu le spectre qui est très très large, sur lesquels il faut, encore une fois, le signaler. Les services de police font un travail formidable quand même. Guillaume Fard, mais ce groupe islamiste pro-Iran, les vertueux que vous avez mentionné tout à l'heure, ils avaient, je crois, menacé déjà la Bank of America il y a quelques jours. Ce sont nos confrères du Figaro qui le disent. Les intérêts américains, les intérêts israéliens en Europe. Donc, en fait, les ambassades, les banques, Bank of America, il y a America dans le nom. Hein. Voilà, c'est ça. Je ne veux pas désigner de cible, mais les parcs d'attractions, vous voyez à peu près lequel, le président. Oui, vous voulez pas. Oui, bien sûr, on a tous compris. Oui. Je veux pas donner un grand parc d'attractions américain qui se trouve en France, dans lequel le président de la République s'est rendu il y a encore 2 jours. Donc. Là, vous avez tout dit. Oui, mais je veux dire, si vous êtes les services iraniens, vous voyez ça. Oui, évidemment. Et donc, vous pouvez très facilement orienter vers les intérêts américains. C'est quoi les intérêts américains en France ? C'est des marques qui vont parler au grand public. Ce sont les intérêts financiers. Ce sont dans certains cas les intérêts commerciaux. Quant aux intérêts israéliens, ce sont certaines entreprises possédées par des Israéliens, des Franco-Israéliens, mais ce sont aussi tous nos compatriotes de confession juive. Les PAC juives arrivent, et là aussi la plus grande vigilance est de mise. Et le ministre de l'Intérieur l'a dit, parce que vu qu'il y a des personnes qui sont incitées à agir, vous n'êtes pas à l'abri non plus de ce qui s'est passé à Austin. Austin, on n'était pas du tout dans le cas d'un proxy à qui on dit d'aller incendier un bâtiment. On est dans le cas de quelqu'un qui est radicalisé et qui se dit tiens, aujourd'hui je suis le bras armé de l'Iran, vous m'avez pas détecté, je viens, je tue. Bon, ça on n'est pas à l'abri non plus en France. Donc en fait la menace... Donc on est à l'abri, si je comprends bien, de pas grand-chose, mais en revanche il y a une immense vigilance de la part des services de l'État divers et variés, et preuve en est, ça a été déjoué, tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Exactement. Les forces sentinelles sont en renfort permanent et augmenté effectivement, et les services, il faut saluer encore une fois le travail très coordonné et très efficace que mènent les services de façon générale au ministère de l'Intérieur. Je pense à la DGSI entre autres, mais tous les services extérieurs qui peuvent amener des informations importantes pour pouvoir... Qui ont beaucoup de travail et qui sont sur le pont en permanence. Oui, on n'imagine même pas, mais c'est un travail... Dans la grande vigilance. Tout à fait. Merci infiniment à vous deux d'avoir été sur le plateau de LCI ce soir. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes au 30e jour de frappe entre la coalition américano-israélienne et l'Iran, la République islamique d'Iran. Des frappes ont eu lieu évidemment aujourd'hui, comme cette frappe sur Téhéran, c'est-à-dire la faculté des sciences de Téhéran a été touchée. Voilà, comme vous venez de l'entendre ce matin, mais également il y a eu des frappes sur la centrale nucléaire civile iranienne de Bushehr pour la 3e fois en 10 jours. Donc ça c'est pour ce qui concerne les frappes sur l'Iran. Bien sûr, l'information du jour aujourd'hui, c'est ce drone Houthi qui est tombé il a été intercepté. Il a été intercepté, donc il n'est pas tombé, sur la station balnéaire israélienne d'Elat. Il a été intercepté et c'est la 2e attaque. Ça, il faut le souligner, c'est la 2e attaque Houthi de la journée. Les Houthis n'étaient pas encore, qui travaillent pour l'Iran, n'étaient pas encore entrés en action. Ils sont rentrés ce matin en action. Ce matin tôt et cet après-midi. Donc ce missile a été intercepté ce matin vers Israël et ce drone intercepté ce soir sur Eilat. Il faut mentionner aussi ce soir, et je vais bien sûr vous présenter celles et ceux qui nous ont rejoints, les 3 journalistes qui ont été tués aujourd'hui au sud Liban par une frappe de Tsahal. Ces 3 journalistes se trouvaient dans une voiture siglée presse. On écoute. Voilà, Sophia Mara, merci, vous nous avez rejoint, vous êtes grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Gallagher Fenwick, vous êtes là également, grand reporter spécialiste des questions internationales. Général Richoux, vous êtes ancien commandant de la 7e brigade blindée, bonsoir. Stéphane Goldin, bonsoir. Vous êtes analyste sécuritaire, ancien commandant d'unité d'élite de Tsahal. Sylvie Berman, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur notamment de France en Russie. Et Laure Mandeville, bonsoir Laure, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, ancienne correspondante à Washington. Donc je
reviens, Sophia Amara, sur cette frappe de Tsahal, puisque là, ça a été revendiqué par Tsahal, donc sur le sud Liban, qui a tué 3 personnes dans cette voiture, une femme et son frère. Cette femme travaillait pour une chaîne libanaise, Fatima Fatouni, et un homme correspondant emblématique d'une chaîne liée au Hezbollah, donc Ali Shaib, considéré par Tsahal comme un militant et accusé même d'être membre d'une unité d'élite du Hezbollah. Oui, tout à fait. Ali Shaib, il est journaliste à Al-Manar, c'est la télévision du Hezbollah. Fatma Ftouni et son frère Mohamed Ftouni. On y reviendra plus tard dans la soirée. Pour Al-Mayadin, qui est une télévision basée à Beyrouth et financée par l'Iran. Et il se trouvait à Jezin, dans une zone chrétienne au sud Liban. Et donc Israël accuse Ali Shaib, qu'on a rencontré moi-même, je l'ai rencontré sur presque tous les fronts au Liban que j'ai couverts, mais pour une télévision française et non pas pour Al-Manar, où lui travaillait, est aujourd'hui accusé d'être un membre de la force Al-Radouane, l'unité du Hezbollah, ce qui me semble, pour l'instant on attend les preuves, ce qui me semble un petit peu compliqué et enfin que je n'y crois pas du tout, même si c'était un propagandiste clairement pro-Hezbollah et qui, avec Fatma Ftouni d'ailleurs, se réjouissait de tous les malheurs, par exemple des Syriens qui étaient sous les bombes du Hezbollah et de l'Iran, entre autres. Donc ce ne sont pas des enfants de cœur, mais ce ne sont pas des tueurs, ce sont des journalistes. Bon, on y reviendra plus tard dans la soirée. Laure Mandeville, sur cette information quand même importante qui est l'entrée en lice, l'entrée sur le champ de bataille, si je puis dire, des Houthis, puisque les Houthis, étonnamment, en tout cas, étaient restés silencieux jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, Tsahal a intercepté un missile qui était en provenance donc du Yémen, qui arrivait sur son territoire. Et ce soir, il y a eu ce drone qui a été également intercepté par Tsahal sur Eilat. Exactement, donc ça c'est vrai que ça va compliquer cette donne. Déjà il y avait une inquiétude montante sur la résilience en fait de l'Iran que tout le monde décrit à longueur de colonne depuis quelques jours et donc la question c'est cette complication avec l'entrée en piste d'un des proxys de l'Iran que sont les Houthis et qui peuvent notamment avoir un effet d'élargissement de ce conflit en menaçant, en pouvant éventuellement prendre en otage un autre détroit, pas le détroit d'Ormuz, celui-ci, mais celui du détroit de El Mandeb, qui mène en fait le détroit de la mer Rouge, qui mène vers le canal de Suez. Donc effectivement, quelque chose qui va contribuer à comment dire, accroître en fait cette crise globale énergétique, notamment pour les Européens. Ce serait sur cette complication et sur les 2 détroits, on va y revenir bien sûr en détail un peu plus tard dans la soirée, mais écoutons le porte-parole de l'armée israélienne qui tout à l'heure a évoqué, parce que effectivement on peut dire ce qu'on veut sur l'armée israélienne, mais ils ont un souci de clarté, de transparence que d'autres n'ont pas, c'est bien sûr de la communication, mais ce porte-parole a donc essayé de raconter quelle était la planification pour les frappes à venir. Nous avons intensifié les dégâts infligés aux industries militaires iraniennes. Désormais, je peux vous dire que d'ici quelques jours seulement, nous achèverons la frappe contre tous les composants critiques de cette industrie. Cela signifie que nous détruirons la majeure partie de ses capacités de production militaire et qu'il faudra beaucoup de temps au régime pour les reconstruire. Bon, Stéphane Goldin, ceci dit, un souci de clarté certes, mais bon, un peu de jargon auquel on ne comprend pas grand-chose, donc est-ce que vous pouvez nous clarifier ? C'est très simple, je pense que ça veut dire clairement que Efri Defrin, le porte-parole de Tsahal, dit clairement que les opérations vont continuer sur le territoire iranien, sur des cibles bien précises, je dis bien des cibles bien précises, c'est-à-dire, et non pas sur les populations civiles, ça veut dire que ils vont continuer. Tsahal va continuer à frapper sur des sites de missiles balistiques, sur des frappes qui pourraient lier aussi à la question du pétrole, donc sur des stocks de pétrole, sur tout ce qui touche, je dirais, au régime des mollahs, pour continuer à le fragiliser. Parallèlement, alors c'est vrai que le porte-parole de Tsahal n'en a pas parlé ce soir, il y a toute la question des Houthis qui rentre maintenant en compte. C'est vrai que les Houthis avaient prévenu qu'ils pourraient rentrer dans la danse, entre guillemets, dans les heures qui viennent. C'est ce qu'ils ont fait. Israël c'est pas la première fois qu'Israël va devoir frapper le territoire yéménite. C'est probablement ce qui pourrait se passer. Oui, il y a eu des précédents. Dans les heures qui viennent. Le territoire yéménite est plus loin que le territoire iranien, mais c'est vrai qu'il y a déjà une certaine habitude. Alors c'est vrai que c'est un peu plus complexe parce que les avions ont besoin d'un ravitaillement en vol
au moment du retour, donc c'est un tout petit peu plus complexe, mais il est très probable qu'il y ait une réponse très forte de Tsahal et du côté ces deux frappes Houthis d'aujourd'hui. Parce que je pense que Tsahal n'attendra pas, connaissant un petit peu la philosophie. Oui, enfin je rappelle que vous êtes militaire israélien, donc vous la connaissez, oui. Et Tsahal n'attendra pas ad vitam aeternam. Je pense qu'ils vont prendre le sujet assez rapidement et vite frapper les Houthis. Alors c'est vrai que pour le moment les Houthis étaient restés en dehors, entre guillemets, du conflit. Ils veulent rentrer dans le conflit, tant pis pour eux. Stéphane Goldin, gardez vos détails pour tout à l'heure, parce que nous allons revenir justement en détail sur l'entrée dans la danse, si je puis dire. Bien sûr, nous mettons des guillemets à la danse des Houthis au 30e jour, donc, puisque nous en sommes à 1 mois de cette nouvelle guerre. Je vous l'apprends, le détroit d'Ormuz a changé de nom. Il s'appelle maintenant, écoutons Donald Trump. Nous sommes en train de négocier. Ce serait formidable si nous pouvions faire quelque chose, mais ils doivent l'ouvrir. Ils doivent ouvrir le détroit de Trump. Je veux dire, le détroit d'Ormuz. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Quelle terrible erreur. Les fake news diront, il a dit par accident. Avec moi, il n'y a pas d'accident. Pas beaucoup. S'il y en avait, on aurait un énorme scandale. Oui, Sophia Amarach, vous voyez sourire. C'est vrai que Donald Trump là n'a pas penché la tête de côté, mais il fait le faux étonné, c'est-à-dire celui qui a fait un lapsus. On n'est pas sûr que ce soit un lapsus. Hein. Oui, enfin c'est en tout cas il assume. Il insiste même. Je dirais même qu'il est assez lourd. Hein. C'est pas, il y a pas une grande légèreté là dans cette plaisanterie. Hein. Non. Et il persistait sur ce faux lapsus. Oui, voilà. Et voilà, pour être précis. Et il rappelle pour plus de confirmation qu'il avait souhaité, ou en tout cas parlé avec les responsables mexicains pour débaptiser le golfe du Mexique et lui donner le nom de sa chère Amérique. Voilà, donc c'est une anecdote, mais enfin ça en dit long sur ce monsieur qui n'a absolument, qui est en roue libre, même pour parler de géopolitique. Oui, Sylvie. La question lui avait été posée à un moment sur qui allait contrôler le pétrole iranien. Il avait répondu maybe me, peut-être moi, donc peut-être avec un ayatollah. Maybe me, je croyais que vous disiez Bibi, donc Netanyahou. Là, je me disais mon Dieu, où est-ce qu'on est parti là? Et donc c'est assez logique. C'est pas du tout un lapsus. Il l'a fait exprès. Oui, il l'a fait exprès. Alors la Maison Blanche, c'est la nouvelle façon de faire de la diplomatie, persiste et signe, puisque suite à ce vrai faux lapsus de Donald Trump, la Maison Blanche a posté sur son compte officiel ceci. C'est pas une blague, regardez. When I see this, it's so incredible. Ding, 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 ding. Okay. Oui, Général Richoud, donc voilà, c'est l'humour, mais enfin de l'humour qui est quand même important, puisque ce sont des comptes officiels, c'est pas n'importe quoi, c'est pas des faux comptes. Hein. Je pense qu'il fait rire sa propre population, ses magas, etc. Il fait pas forcément rire le reste du monde, mais derrière il y a le message qu'il maîtrise. À partir du moment où c'est le détroit de Trump, ça veut dire qu'il maîtrise ce détroit et qu'il en a la maîtrise militaire et qu'il est capable de rétablir la liberté de circulation. Donc maintenant, on va voir si ce détroit lui appartient véritablement sur le plan militaire et s'il est capable de dire ce qu'il fait. C'est pas tout de plastronner devant les médias, mais il a une capacité quand même à attirer l'attention absolument extraordinaire. On en parlait avant d'entrer en scène. Le monde entier est obsédé par Donald Trump. Il attire sur lui les caméras du monde entier tout le temps, et c'est un peu ça qu'il cherche. On ne parle que de lui, que de lui. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'il maîtrise mais même dans ses pitreries. Et donc, il sature l'espace médiatique. Il y a ça aussi qui est derrière et qui est le propre d'un ancien de la télé-réalité. Alors passons des pitreries de Donald Trump à quelques secondes de poésie dans cette guerre. Cette image que nous avons eu envie de partager avec vous, en Iran, face au détroit d'Ormuz. On écoute, on regarde. دوست دارم پاشم از خوابو تموم شه دردامو زندگی کنم دیگه با خیال آسوده پاشم از جامو باشی فردا و یکی بهم بگه همه اینا
Alors cette musique, je ne l'ai pas, j'ai pas eu le temps de chercher ce que c'était, mais en tout cas c'est une petite fille qui fait de la balançoire, comme vous voyez, avec en arrière-plan un incendie sur Hormuz, ou plutôt sur le port Sophia Amara de Bandar Abbas qui est derrière. Voilà. Parce que dans la guerre, c'est ça, hein, on a les deux à la fois. Il y a les bombardements et puis il y a la vie. Enfin, personnellement, c'est ce que je retire de mes nombreuses années sur les terrains de guerre. Et il faut jamais oublier que les deux se produisent en même temps, c'est-à-dire que la vie continue dans la guerre. Tout à fait. Et que de toute manière, même dans le fracas des bombes et ce qu'on voit là, ces colonnes de fumée suite à des bombardements, fort probablement, eh bien, il y a de la place pour de la vie et l'espoir. Et ça me fait penser, moi, à une autre scène que j'avais pu filmer. Et c'était un jeune homme qui faisait du piano dans la banlieue sud de Beyrouth en 2006 et qui avait fait pleurer beaucoup de mamans qui étaient venues eh bien, se rassembler autour de lui, et il interprétait la sonate au clair de lune de Beethoven. De toute façon, dans la guerre, effectivement, ceux qui la subissent, c'est-à-dire ceux qui sont sous les bombardements, d'où qu'ils viennent, essayent toujours de penser à autre chose. Revenons au détroit d'Ormuz, puisque cette image, c'est le détroit d'Ormuz, ou le détroit de Trump, ou je ne sais plus comment l'appeler. Enfin, pour le moment, il s'appelle encore le détroit d'Ormuz, et je crois que les Iraniens y tiennent. La Thaïlande, en tout cas, est satisfaite, puisqu'elle a réussi à conclure un accord avec la République islamique d'Iran pour permettre le passage, je cite, en toute sécurité de ces navires pétroliers dans ce détroit, quasi paralysé, on le sait, depuis le début de la guerre. Alors comment le Premier ministre thaïlandais a-t-il réussi ? Il s'en est expliqué en faisant valoir que justement la Thaïlande n'était pas partie au conflit et avait le droit à un passage maritime sûr en vertu du droit international. Sylvie Berman, la Thaïlande et beaucoup d'autres pays d'Asie du Sud-Ouest sont très inquiets de ce qui se passe dans ce détroit d'Ormuz, et ils arrivent, pour les uns et les autres, à tirer leur épingle du jeu en négociant. Oui, alors effectivement, les pays d'Asie sont les plus touchés. Et parce qu'ils sont les plus dépendants C'est les plus dépendants du pétrole qui arrive effectivement par le détroit d'Ormuz, même s'ils en reçoivent d'ailleurs, mais c'est effectivement ceux qui ont été les plus affectés. Bon, les Chinois, eux, ils se débrouillent via la Russie, via l'Arabie Saoudite, il y a pas de problème, mais des plus petits pays ont moins de capacité de conviction, et là, les Thaïlandais, c'est vrai que eux n'ont aucune implication dans cette guerre, donc ils ont obtenu effectivement le droit de passage qui est effectivement conforme au droit international. Oui. Alors, il y a également des 20 nouveaux navires, on vient de l'apprendre, qui sont autorisés à passer, qui sont, eux, sous pavillon pakistanais. 2 navires franchiront le détroit chaque jour. Gallagher Fenwick. Donald Trump avait affirmé il y a quelques jours, il avait parlé de ça, il avait été ravi de voir que quelques navires, alors on n'est pas très sûr des chiffres qu'avance Donald Trump, il avait avancé 8 tankers pakistanais, le monde entier n'en avait vu que un. Bon, maintenant, il s'agirait qu'il y en ait plus. Mais on a l'impression que ça va jouer un rôle parce que le Pakistan, potentiellement, va être un pays intermédiaire, un pays négociateur pour le futur de cette guerre entre la coalition américano-israélienne et l'Iran. Non, tout à fait. C'est déjà le cas. Ça va devenir une plateforme comparable à celle qu'Oman a pu être avant le déclenchement de cette phase des hostilités. On sait que les Américains, notamment J.D. Vance, pourraient voir des Iraniens à Islamabad si des garanties de sécurité pour le déplacement des Iraniens sont effectives et accordées. Alors, pardon de vous couper, c'est le ministre des Affaires étrangères pakistanais qui annonce officiellement ce passage de 20 navires, 20 tankers battant pavillon du Pakistan. Non, et on voit qu'en fait, le régime iranien, de manière très maligne, est en train d'arsenaliser, en fait, son contrôle sur le détroit d'Ormuz afin de diviser le monde entre pays alliés de ses amis, de leur point de vue, et pays non belligérants. Et ça permet bien de montrer le contrôle qu'ils ont de ce point de passage, et puis au passage de soulager certains pays, parce que on est passé un peu rapidement sur le cas de la Thaïlande. Vous parlez des Philippines, de la Corée du Sud, du Japon, sans parler de la Chine. Vous savez qu'en Thaïlande, par exemple, le gouvernement a demandé l'extinction de tous les climatiseurs, a réduit la semaine de travail de 5 à 4 jours. Oui, il y a des conséquences pratiques dans ces pays. Les coûts des transports, il y a des conséquences. Et d'ailleurs,
d'ailleurs, oui, vous avez raison, le Premier ministre thaïlandais s'est excusé auprès de sa population pour justement les inconvénients. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les petits, entre guillemets, pays d'Asie du Sud-Est, contrairement au Japon, à la Corée du Sud, qui sont relativement riches, il y a un effet d'éviction. C'est-à-dire que l'inflation, c'est un peu le luxe que peuvent se permettre les riches. Les pays qui sont moins bien dotés sont exclus, en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de payer plus cher et n'ont tout simplement pas les moyens de continuer à faire tourner une partie de l'économie, parce que vous avez un effet domino avec tout un tas de coûts de production qui explosent et qui font bien que certaines usines réduisent leur cadence, des transports circulent moins fréquemment, et ça a tout un tas d'autres conséquences comme cela. Mais effectivement, le Pakistan, pour l'instant, à la fois sur le volet énergétique mais diplomatique, fait partie de ces pays qui sortent leur épingle du jeu. Exactement. Sylvie Berman, ce qui est intéressant avec le Pakistan, le fait qu'il puisse être potentiellement ce médiateur, ce nouveau négociateur par rapport à cette guerre, c'est que tous les deux, donc la République islamique d'Iran et le Pakistan, sont des pays musulmans, mais non arabes. Donc ça, c'est quelque chose qui les rapproche. Et le Pakistan a des bons rapports également, évidemment, avec les États-Unis. 30% des Pakistanais, ce qui fait quand même combien ? 30 millions. Les Pakistanais sont nombreux, sont chiites. Donc ça, effectivement, ça apporte de la confiance du côté de l'Iran. Non, bien sûr, il y a un lien entre les deux, puis la confiance des Américains, parce qu'ils sont toujours appuyés sur les Pakistanais et surtout sur les services de renseignement pakistanais. Ça leur a pas toujours parfaitement réussi. Non, ça c'est sûr. Contre les talibans ou avec Ben Laden. Mais c'est vrai que c'est un médiateur qui est crédible. Et puis c'est une puissance nucléaire, même si elle le reconnaît pas. Bien sûr. Et donc ça lui donne de poids. On verra bien ce que ça va donner la semaine prochaine, puisque ça va avoir lieu la semaine prochaine, sans doute. Mais Gallagher Fenwick, Donald Trump parle d'un maréchal pakistanais en disant mon maréchal préféré. Le maréchal préféré de Donald Trump, c'est un maréchal pakistanais qui s'appelle Asim Munir, qui est donc lui-même un ancien. Il a dirigé les services secrets pakistanais. Peut-être plus prosaïque, ce qui rapproche le Pakistan de l'Iran, c'est tout simplement la géographie. Aussi, bien sûr. Pakistanais, vous savez que la province du Sistan, Balouchistan, elle est toutes proches. Elle est voisine. Il y a du séparatisme qui inquiète des deux côtés de cette frontière. Les Pakistanais, comme d'autres pays voisins sur le flanc, j'allais dire oriental de l'Iran, ont extrêmement peur d'une désagrégation de l'État iranien et d'un scénario de guerre civile qui donnerait lieu à des flots de population très importants, sachant qu'il y a déjà pas mal d'Afghans qui avaient traversé la frontière et qui, du fait des événements, l'ont retraversé dans l'autre sens. Donc les Pakistanais ont beaucoup de raisons et d'intérêts très évidents d'éviter un embrasement total et veulent aller à la désescalade et calmer les choses. Je vous conseille de continuer à regarder LCI, parce que dans les jours qui viennent, justement, on va s'intéresser à ce qui se passe avec ce rôle grandissant du Pakistan, ce qui était pour le moins inattendu. Donald Trump, on le sait, est en colère contre l'OTAN. Ça, je pense que c'est une colère qu'il a du mal à cacher. Les États-Unis ont-ils besoin ou non des pays de l'OTAN, des pays du G7 pour rouvrir le détroit d'Ormuz ? Écoutons Donald Trump. Nous dépensons des centaines de milliards de dollars par an pour l'OTAN, des centaines de milliards pour les protéger. Et nous avons toujours été là pour eux. Mais maintenant, au vu de leurs actions, je suppose que nous n'avons plus à l'être, n'est-ce pas ? Je n'arrête pas de le dire. Pourquoi serions-nous là pour eux s'ils ne sont pas là pour nous ? Ils n'étaient pas là pour nous. Laure Mandeville, il n'était pas là pour nous, mais là, il fait référence justement à cette demande très récente par rapport au détroit d'Ormuz, où effectivement personne n'a voulu y aller. Non, personne n'a voulu y aller pour plusieurs raisons. D'ailleurs, parce que juste avant, parce que cette relation est en crise. Je crois que c'est le président finlandais, qui est censé être un bon ami de Donald Trump, et vouloir faire le lien, a dit qu'on a assisté à un schisme extrêmement important dans l'OTAN et qu'il fallait faire avec, c'est une réalité. Et je crois que, moi je parlais avec des amis américains proches de l'administration actuelle, Trump, qui renvoient à l'idée que nous ne nous sommes pas mobilisés, que fait l'Europe occidentale. Ah, donc ils sont vraiment vexés. Ils sont très vexés et ils disent c'est très grave, la relation va se désagréger, se déliter complètement. Et il n'est pas du tout exclu qu'il y ait à un moment vraiment une rupture et que Trump décide de sortir, de faiblir de manière radicale l'article 5,
voire même des représailles. Des représailles. Quelles pourraient être les représailles justement de Donald Trump? Ça pourrait être une participation aux prises de décisions de l'OTAN futures. Ne me regardez pas avec cet air noir, général Richoux. Non, pas du tout. Une participation. Non, mais je sais, je plaisante, mais c'est parce que je sais que ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire. Effectivement, les représailles pourraient être, je parle bien sûr au conditionnel, donc une participation aux prises de décisions futures de l'OTAN payante. Mais pour ça, il y a 32 membres et les 32 membres doivent se mettre d'accord à l'unanimité. Oui, ils ne se mettront pas d'accord. Mais il n'a aucun pouvoir pour dire ça. Aucun levier sur nous, c'est ça que vous voulez dire. Aucun levier pour pouvoir dire des choses comme ça. Il a juste sa pression politique qui lui permet effectivement d'avoir de l'influence sur chacun des États membres de l'OTAN, mais pris individuellement. Mais ça, il ne peut véritablement pas imposer. De la même manière, je le rappelle que Donald Trump n'a pas le pouvoir lui-même de sortir de l'OTAN. Il faut un vote Il y a tout un processus. Avec une majorité qualifiée. Avec son congrès. Je sais plus combien. Mais ça, il ne peut pas le faire. Il peut, je veux simplement finir, il peut le rendre comme il l'a fait pendant son premier mandat. Il peut en faire, je veux dire, cérébralement une coquille vide. Oui. Voilà. Comme il l'a fait. C'était lui déjà qui, avec Erdogan, qui, dans les années 2017. Non, mais c'est Emmanuel Macron qui avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Pardon, c'était pas Donald Trump. Mais c'était Emmanuel Macron. Non, mais qu'il avait proclamé, mais à cause de Donald Trump, déjà à l'époque. Oui. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, cette situation signifie en fait que l'Europe se retrouve finalement pratiquement en train de se demander si elle a encore un système de sécurité viable, alors que elle est face quand même à une Russie extrêmement agressive, qui mène une guerre hybride, etc. Et donc, quand vous parlez avec des stratèges européens, comme par exemple Carlo Massala, vous savez, cet Allemand extrêmement connu qui avait fait ce scénario en disant qu'il pourrait y avoir un coup de force dans les pays baltes pour tester la viabilité de l'article 5. Lui, il dit en gros, il y a deux possibilités. Si ça continue comme ça, c'est que les Européens prennent le contrôle de l'OTAN, c'est-à-dire européanisent totalement l'OTAN. À voir les Américains leur disent, on prend le contrôle de l'OTAN. Bon, vous, apparemment, vous voulez toujours garder la garantie de sécurité nucléaire si vous voulez, mais peut-être qu'il va dire non, j'en veux pas. Ou alors, il faut construire un nouveau système de sécurité. Mais c'est vrai qu'on est quand même un point de rupture. Une situation qui est grave. Alors c'est vrai que la question qui se pose, c'est qu'est-ce que Donald Trump attend ou attendait de nous? Parce qu'il veut qu'on aille l'aider à débloquer le détroit d'Ormuz. Mais qu'est-ce que ça signifie? Si on va aujourd'hui, en temps de guerre, dans le détroit d'Ormuz, c'est très risqué. C'est très risqué, et ça veut dire surtout être entraîné dans une guerre qui va durer non pas des jours, mais peut-être des mois. On n'en sait rien. Enfin, on ne comprend pas très bien en fait quelle est la logique en fait même de cette demande. Stéphane Goldin. Je pense que Donald Trump mène plusieurs combats en parallèle. Et je pense qu'il a un autre combat qui mène en parallèle, c'est la déstabilisation de toutes les institutions internationales. L'ONU, l'OTAN. Eh ben c'est réussi ça. Et concrètement, il déstabilise. Non, mais voilà, on voit que concrètement, il essaye même de créer d'autres instances qui pourraient être parallèles aux instances internationales, avec évidemment d'autres visions du monde, avec une vision peut-être plus économique d'ailleurs, toujours au nom des marchés, au nom de l'économie, avec des accords autour de l'économie. Et donc l'OTAN est aussi une des instances qu'il veut, je dirais entre guillemets, casser. Alors la question de l'Europe est une véritable question sur la sécurité européenne. Déjà, l'Union européenne n'a pas su mettre en place déjà une sécurité commune, une défense commune. Donc je ne sais pas comment les choses vont pouvoir se faire. C'est vrai que l'OTAN aurait pu permettre de mettre quelque chose au moins en commun dans cette affaire. Mais là, on voit concrètement que les États-Unis, d'abord, mettent l'Europe de côté, parce que l'Europe, à chaque fois, rate, entre guillemets, le train dans plusieurs conflits, n'est peut-être pas au rendez-vous comme il aurait souhaité, et on voit concrètement que Donald Trump mène une autre politique de déstabilisation des institutions internationales pour en recréer d'autres. Autre possibilité de représailles de Donald Trump, c'est effectivement retirer les troupes américaines, par exemple, Général Richoux, d'Allemagne. Voilà. Oui, ça il dit depuis longtemps. Je crois que c'est une menace qu'il fait aux Allemands depuis un certain temps, parce qu'il est très mécontent depuis son premier mandat. Déjà, il y avait Richard Grenell qui était à Berlin à l'époque, je le rappelle, qui est un MAGA et qui maintenant dirige le Trump Center, que moi j'ai bien
bien connu à l'époque, et qui est quelqu'un qui tweetait de manière rageuse contre le gouvernement allemand dans les années déjà 2018-2019. Et donc, il en veut beaucoup aux Allemands. Alors, se retirer, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, parce que j'imagine que ça ne veut pas se retirer de Ramstein, si vous voulez. Ramstein, c'est la base majeure. Ça vous semble impossible, ça? Qui est le hub logistique qui permet d'arriver des États-Unis et de repartir vers le Moyen-Orient. Donc, j'imagine qu'il peut retirer. Il doit y avoir 35 000 hommes en Allemagne, tout compris, 35 000 Américains. Il peut retirer effectivement peut-être quelques milliers d'hommes, mais il ne faut pas croire qu'il va tout retirer. Il a beaucoup trop d'intérêt à rester en Allemagne aujourd'hui, et Ramstein est une pièce centrale de son dispositif. Alors, si les Allemands étaient un peu équipés, ils nous diraient, eh bien, si vous retirez vos troupes, commencez à dégager de Ramstein, mais il n'est pas de Gaulle qui veut. Voilà. Alors, passons à l'information majeure de ce samedi, de ce qui marque la fin du premier mois de guerre en Iran. Israël a annoncé ce matin avoir pour la première fois été visé par un missile tiré depuis le Yémen. Et puis cet après-midi, en fin d'après-midi, il y a eu ce drone tiré par les Houthis, revendiqué et intercepté également par Tsahal. Écoutons le porte-parole des Houthis, de ces proxys pro-iraniens qui légitiment ces frappes. Les forces armées yéménites, avec l'aide de Dieu, et en s'en remettant à lui, ont mené leur première opération militaire. Cette opération consistait en une salve de missiles balistiques visant des cibles militaires sensibles de l'ennemi israélien dans le sud de la Palestine occupée. Cette opération a coïncidé avec les opérations héroïques menées par nos frères moudjahidines en Iran et par le Hezbollah au Liban. L'opération a atteint ses objectifs avec succès, grâce à Dieu. Il y a donc eu des précédents. On se souvient, Sophia Amara, les Houthis sont entrés, ont commencé à être actifs en Israël, contre Israël déjà, avec ce qui s'était passé précédemment. Oui, bien sûr. Après le 7 octobre, ils sont entrés en action. C'est, comme on le sait, un proxy, c'est-à-dire un groupe paramilitaire qui est un des bras armés de l'Iran. Mais avec une certaine marge de manœuvre. Oui, mais enfin, c'est celui qui est le plus éloigné, mais il a beaucoup dépendu de l'Iran. Moi, je me rappelle avoir exfiltré des images du Yémen avec des hommes qui étaient pieds nus sous une tente et où il y avait des hommes du Hezbollah qui formaient les Houthis, qui ne savaient pas faire grand-chose. Aujourd'hui, ils ont acquis une puissance quand même très importante au point de vue maritime, terrestre et aérien, notamment avec les drones et les missiles, une importante capacité balistique, mais je persiste à croire, enfin je pense que pour l'instant, c'est une façon pour l'Iran de dire on n'a pas sorti toutes nos cartes, cette carte n'a pas été brandie depuis le début, là on rentre dans le deuxième mois, et si les Houthis frappent sans faire de victimes à Eilat et plutôt ce matin sur une autre partie du territoire israélien, c'est pour brandir une nouvelle carte qui est celle de Bab el-Mandab, c'est la porte des lamentations, et qui serait une catastrophe au niveau économique mondial s'il venait à être fermé comme le détroit d'Ormuz. Pour bien comprendre, on va étudier cette carte, parce que tout se passe autour de la péninsule arabique. Là, vous voyez qu'il y a donc du côté, disons, est, nord-est, le détroit d'Ormuz, dont nous venons de parler, nous l'avons encerclé de rouge. De l'autre côté, il y a ce détroit qui est au début ou à la fin de la mer Rouge. Et tout au nord, vous voyez, ça c'est très important, c'est le canal de Suez. Donc, et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que le USS Bush, donc un porte-avions américain, Bush est en route avec son groupe aéronaval et 3 destroyers pour rejoindre évidemment la zone d'opération sur la guerre en Iran. Par où va-t-il passer ? Il va passer par le canal de Suez, il va donc passer le long de la mer Rouge, et on peut se poser cette question, est-ce que c'est un avertissement, Stéphane Goldin, les Houthis ont-ils lancé un avertissement ce matin aux États-Unis concernant l'accès à la mer Rouge, puisque quand ils seront dans la mer Rouge, ils seront à portée, bien sûr, de missiles anti-navires Houthis. Je suis assez en phase avec ce que vient de dire Sophia sur, je dirais, la deuxième phase de la volonté, en tout cas de l'Iran, en disant clairement, on a encore des outils dans la caisse et on peut encore vous toucher. Maintenant, les outils, il faut comprendre aussi que c'est
une milice terroriste qui tient parce que il faut savoir que et l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes se sont battus contre eux et n'ont pas réussi à gagner, à les défaire. Israël les a frappés à maintes et maintes reprises. Alors c'est vrai qu'ils avaient réduit la voilure et c'est vrai que compte tenu aussi que les financements iraniens sont moins présents, la voilure est sûrement beaucoup plus réduite, mais on voit très bien que derrière tout ça, il y a une volonté, encore une fois, de paralyser l'économie mondiale en créant un autre pôle au niveau du passage de Bab el-Mandeb. Mais au-delà de cela, c'est vrai que ça va être une confrontation directe entre les Houthis et les Américains au moment où ils vont devoir se rapprocher au niveau du golfe de Suez. Que vont faire les Houthis ? C'est une autre question. Je reste encore persuadé qu'il y aura probablement dans les heures qui viennent, une frappe israélienne sur le Yémen, qui pourrait être d'ailleurs en collaboration directe avec les États-Unis pour justement éviter et remettre ce que les Houthis veulent faire. Exactement. Voilà, les remettre à leur place. Mais tout de même, Laure Mandeville, il y a donc une volonté de perturber le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb avec à l'aide de ces mines marines, en tout cas de perturber, de ralentir, de compliquer. Et ça, ils en sont capables. Ils en sont complètement capables, et c'est vrai que ça nous emmène à la question que posait Sarah Feinberg d'ailleurs dans le Figaro cette semaine. C'est est-ce qu'on n'est pas en train de passer justement de cette guerre de performance qu'a cru mener en fait Trump en disant on a tiré 10 000 frappes, voilà, on est les meilleurs du monde, on a tant d'avions, on a cette espèce de démonstration de la performance, de la masse, etc. Et passer à une guerre d'endurance. Et dans la guerre d'endurance, on frappe de manière sélective en fait, c'est-à-dire que ce pays iranien très affaibli, avec une capacité qui a été réduite, dit-on, de presque 80-90%, mais qui garde une capacité en fait de frappe sélective qui fait mal et qui en fait se déploie sur plusieurs en fait terrains. Et ce qui m'intéressait, c'était de vous demander si justement le fait que ce soit Israël qui ait été frappé, est-ce que c'est pas aussi une manière de faire monter la pression sur Israël, alors qu'Israël aussi donne quand même des signes de fatigue, c'est-à-dire que Israël se bat sur plusieurs fronts. Israël était parti avec l'idée qu'ils allaient mener une guerre préventive contre l'Iran, et les voilà qui tout d'un coup se retrouvent menacés par une guerre longue, qui selon certains stratèges israéliens n'est absolument pas une guerre qu'ils peuvent mener sur le long terme. Ça serait un troisième front, ça serait ouvrir un troisième front. Ça serait quand même pas simple, Stéphane Goldin, s'il y avait l'ouverture d'un nouveau front. Il y a déjà Israël frappe en Iran, Israël frappe au sud Liban. Si Israël doit frapper maintenant sur les Houthis, ça fait beaucoup. Sur l'Iran, c'était pas une guerre préventive, c'était une guerre qui était prévue, programmée, avec un but très clair, en tout cas pour le gouvernement israélien et pour Israël, en tout cas, c'est la chute du régime. Oui, mais une guerre préventive, je veux dire par là, je crois que si, elle est définie, en tout cas comme ça, par plusieurs stratèges israéliens, une guerre pour effectivement prévenir, une guerre de survie. Voilà, c'est une guerre de survie, que les choses soient claires. Maintenant, Israël, c'est vrai, est déjà face, pour le moment, à deux fronts, celui de l'Iran et celui du Nord. Israël a déjà été face à plusieurs fronts, on l'a vu depuis le 7 octobre. Israël a été même face pratiquement à 7 ou 8 fronts ces dernières années. Israël est capable d'être face à cette bataille multifront. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine fatigue, il faut dire clairement les choses. Attendez, je termine, parce que c'est vrai qu'Israël est en guerre depuis le 7 octobre. C'est vrai qu'Israël aussi a des hommes qu'il va falloir renouveler, et on en parle beaucoup. On va y venir plus tard sur des réservistes, mais le fait qu'il manque quand même des hommes. Enfin, le chef d'état-major de Tsahal le dit lui-même. C'est un sujet politique, pour dire clairement les choses. Mais Israël a la capacité, encore aujourd'hui, de pouvoir se battre d'une façon sur multifront, c'est-à-dire d'envoyer des avions à l'est du côté de Téhéran, au nord du côté du Liban, mais aussi frapper les Houthis. Oui. Gallagher Fenwick. L'entrée dans la guerre des Houthis est une escalade majeure et un dilemme stratégique, et pas que pour les Israéliens et les Américains. Pourquoi ?
Parce que les Houthis ont certes aujourd'hui tiré sur Israël, mais les vrais points faibles, et c'est ça la crainte mondiale, c'est qu'ils commencent à cibler les routes alternatives du pétrole. Voilà, notamment l'oléoduc est-ouest saoudien. Alors pas que le saoudien, pas qui se termine à Yanbu, qui est à la fois un port et une saoudien. Raffinerie, même si la capacité de cet oléoduc qui fait 1200 km est moindre, c'est-à-dire en théorie c'est à peu près 5 millions, aujourd'hui ils arrivent à faire passer 3,5 millions de barils le jour, tandis qu'habituellement les Saoudiens ils sortent 7 millions de barils par le détroit d'Ormuz. Voilà. Et puis un peu plus au sud vous avez celui des Émirats Arabes Unis. On voit bien sur la carte. Qui part de Fujairah et qui traverse pareillement toute la péninsule. Et ça, vous pouvez croire que c'est dans la ligne de mire des Houthis, dont il ne faut pas sous-estimer ou mésestimer les capacités. Les Houthis, juste pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ce mouvement qui est né dans les années 90 dans le nord-ouest du pays, c'est un mouvement zaïdite, donc c'est un schisme qui n'est pas décimal, une forme de schisme, proche du sunnisme. Voilà, une forme de schisme. On ne va pas rentrer effectivement dans les détails. Mettons le Mahdi toujours. Enfin, et donc aujourd'hui, ça représente quand même 200 000 combattants. Ils ont été frappés 1500 fois par les Américains et les Israéliens, notamment le port de Hodeïda. Ils ont pris... il faut quand même rappeler que cette guerre lancée en 2015, et ça a été dit par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui à eux deux représentent 100 milliards de dollars annuels en budget militaire face aux Houthis, ça a donné l'une des pires crises humanitaires au monde. 300 000 morts directs et indirects, des millions de déplacés, et c'est une guerre qui n'est d'ailleurs pas totalement terminée et qui n'a jamais été remportée par ces grandes puissances, qui étaient appuyées par les Américains, les Français indirectement au travers de ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, etc. C'est un mouvement. Oui, non, il ne faut pas les sous-estimer, sans aucun doute. Par les Iraniens, qui a su développer ses propres capacités. Il y avait un vrai point d'interrogation sur le pourquoi de leur absence dans cette configuration. On a le début du commencement d'une réponse. C'est, je le redis, une escalade majeure et qui va potentiellement beaucoup compliquer les choses et encore accroître la pression sur les épaules de Donald Trump. Généralement. Oui, ce que je veux simplement rajouter à tout ça, effectivement, c'est que si les Houthis réussissent leur coup, ils prennent en otage une bonne partie du commerce maritime mondial, parce qu'il n'y a pas que le Golfe Persique et il y a 15 ou 20% du transit qui vient de la Chine avec les porte-containers qui transitent par là. C'est absolument considérable. C'est-à-dire que là, il y a une tenaille, on verrouille Hormuz sur le pétrole, au moins le pétrole qui va vers l'Occident, mais on verrouille une grande partie du commerce mondial pour ce coup-là, qui transite par le Bab el-Mandeb et qui va vers l'Occident. Et donc là, c'est ce qu'ils avaient fait la dernière fois, parce qu'après, c'est 15 jours pour contourner l'Afrique avec des coûts qui explosent en matière d'assurance, et c'est pas du tout les mêmes prix à l'arrivée. Donc là, est-ce que l'Europe va pas être obligée de s'impliquer, parce que l'Europe est présente. Une pression, effectivement, s'effectue de plus en plus lourde sur l'Europe. Est présente actuellement en mer Rouge et donc pourrait peut-être être amenée à... En tout cas, hier, Donald Trump et s'est rendu en Floride, où il a donné une conférence qui était censée être sur l'économie, les finances mondiales. C'était un forum économique, mais il a parlé immédiatement de la guerre en Iran. Il a dit des choses, d'ailleurs, nous étions en direct pour l'écouter hier, qui étaient assez peu compréhensibles. Il y avait ces divagations, j'allais dire, ces digressions sur les dénominations des différents détroits, le détroit d'Ormuz, le golfe du Mexique, qui était devenu le golfe d'Amérique, etc. Mais il a été clair sur un point, et on va l'écouter tout de suite, c'est sur le nombre de cibles qu'il lui reste à atteindre en Iran. Et maintenant, nous sommes en train de frapper des cibles. Ils n'ont pas de moyens antiaériens, donc nous sommes directement au-dessus de leur tête. Nous avons encore 3500 cibles sur notre liste et ça sera réglé très rapidement. Mais ils n'ont jamais rien vu de tel. Ça se dit, ça, général? Donc, il reste 3554 cibles? Ouais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de bluff là-dedans. Il veut montrer qu'il maîtrise complètement la situation. Bien sûr, il y a un ciblage. Le ciblage est très sérieux. C'est une chose que font très, très bien les Américains. Non, mais vous pensez qu'il a dit ce chiffre au hasard? Mais non. Oui, je pense qu'il le dit au hasard, là. Ah oui? Oui, carrément. Vous pensez qu'il ne se souvient même pas qu'il a donné ce chiffre? Que sur un pays comme l'Iran, 1 800 000 km², quand vous aurez tapé 3500 cibles, il en restera encore 10 000 derrière qu'on pourrait taper encore, parce que ce pays ne sera pas aplati, bien entendu, quand on aura tapé 3500
3500 cibles. Je vais demander au deuxième militaire de ce plateau. Parce que d'abord, ça veut dire qu'on aurait 100% de réussite chaque fois qu'on tape une cible, dont on sait que c'est absolument pas possible. Et donc, on voit bien que depuis un mois, eh bien, la capacité de rétorsion de l'Iran reste, non pas intacte, elle est diminuée, bien sûr, sa capacité militaire. Mais elle reste existante. Elle reste existante et importante. Stéphane Goldin, sur 3554 cibles. En général, on donne des pourcentages de cibles, mais en général, pas un chiffre précis comme ça. Et surtout un chiffre aussi précis. Vous voyez, je pensais qu'il avait été clair pour une fois. Parce qu'il manquait même la virgule. D'accord. Soyons concrets, je pense qu'il y a il faut comprendre aussi qu'il y a aussi une guerre psychologique qui se passe. Une guerre psychologique par rapport à l'Iran, mais il y a aussi une guerre qui est menée, ce n'est pas une guerre, mais il y a aussi toute une propagande qui est menée par Donald Trump par rapport à son propre électorat aussi aux États-Unis, parce que c'est vrai que Donald Trump va être face aussi à des échéances. Il va être face aussi le 4 juillet prochain pour célébrer les 250 ans des États-Unis. Il a besoin de montrer aussi des preuves, et on voit aussi que dans l'administration de Trump aujourd'hui, il y a quelques différends entre d'un côté le Vance et de l'autre côté Rubio. Et donc, à un moment donné, il joue, je dirais, le go-between entre les deux, mais toujours est-il qu'il y a aussi cette guerre, mais ce que je voulais dire, on ne donne jamais de chiffres, et moins on en donne, mieux on se porte. D'accord, on va essayer de comprendre. En étant en direct de Washington avec Justine Jankowski, vous êtes accompagné de Mathieu Derrien. Merci Justine d'être avec nous. Effectivement, on est un petit peu tous interloqués par ce chiffre très précis de la part de Donald Trump, qui l'a donné hier, tout en donnant une myriade d'autres informations assez contradictoires. Et donc, en faisant ce que Donald Trump excelle à faire, c'est-à-dire du en même temps, à la façon Trump, puisqu'il essaye aussi de négocier et de se sortir de cette guerre. Exact. Oui, Donald Trump souffle le chaud et le froid, et c'est toujours ce qu'il fait dans ce genre de situation. Finalement, c'est sa stratégie pour créer la surprise. D'un côté, il pousse pour la voie diplomatique, et d'un autre côté, tout le monde se demande ici s'il va lancer un assaut final. Ce que l'on sait, ce qui est sûr, c'est que le commandement central américain a annoncé que l'USS Tripoli, le navire d'assaut, ainsi que 3500 marines s'étaient bien arrivés hier au Moyen-Orient, et on voit ce renfort arrivé, alors qu'on apprenait ce matin qu'une douzaine de soldats américains avaient été blessés par une frappe iranienne sur une base d'Arabie Saoudite. Tous les médias en parlaient ce matin. Alors, est-ce que Donald Trump va ordonner un assaut final? On peut avoir quelques éléments de réponse dans les déclarations qu'a fait Marco Rubio, le secrétaire d'État, hier. Il a dit qu'il pensait que les États-Unis pouvaient atteindre leurs objectifs sans envoyer de troupes au sol, mais qu'en fait, ces forces américaines étaient disponibles dans la région, ces renforts étaient disponibles dans la région pour offrir à Donald Trump un maximum d'options et pour pouvoir parer à tout imprévu. Merci Justine, merci d'avoir été avec nous en direct de Washington. Et nous l'apprenons à l'instant. Alors c'est une lettre que ce lieutenant général de réserve des Marines a envoyée à ses troupes il y a quelques jours, mais elle a été rendue publique aujourd'hui. Voici ce qui est dit par ce commandant américain. Je le cite, nos forces sont actuellement engagées dans des opérations liées à l'Iran et la suite, vous la voyez sur votre écran, nos ennemis ont leur mot à dire, c'est la suite qui est encore plus intéressante, et une mobilisation massive pourrait devenir réalité. L'histoire exige, l'histoire avec un H majuscule, notre disponibilité aujourd'hui, demain et chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire, général ? Ce qu'on dit depuis le début, c'est que cette guerre ne peut pas se gagner par la marine et par l'aviation. Donc, s'ils veulent avoir un résultat définitif, ce sont des troupes au sol. Donc, ils gardent cette option-là. Il y a peut-être du bluff là-dedans, véritablement. Mais je rappelle que les Marines, c'est quasiment l'équivalent de l'armée française. Hein. C'est 200 000 hommes. Hein. Donc, ils ont déjà... on a l'impression quand même d'un ton de préparation. Mais là, on a l'impression quand même que ils déploient tous leurs marines, s'ils mettent la main dans l'engrenage, on n'est plus du tout dans une guerre courte. On n'est plus du tout dans une guerre dans laquelle ils se dégage dans 2 semaines, mais on tombe dans un cycle long. Et là, c'est plus du tout le même type de guerre, et j'ai quand même quelques doutes pour le moment, on verra. Normand Devey. Je crois qu'il est pris dans un dilemme, en fait, puisqu'il y a, soit on finit la guerre, on se trouve une issue, on trouve, soit on finit la guerre
comme on doit la finir pour qu'il n'y ait plus de problème. C'est-à-dire, et donc là, on est, et sa difficulté, en fait, c'est que pour qu'il n'y ait plus vraiment de problème, il faudrait normalement que le régime tombe. Et je crois que il apparaît de plus en plus clair. Je sais pas, vous avez sûrement lu l'article de The Atlantic qui explique, qui cite quelqu'un de l'administration disant l'idée, c'était quand même que la décapitation du régime allait amener à un scénario un peu à la vénézuélienne. Comment, qui pouvait penser à un scénario aussi facile? Enfin, il faut vraiment être d'une naïveté inouïe. Je pense qu'il y a eu une espèce de vertige du succès vénézuélien et aussi cette idée de Trump que moi je vais être différent, je crois que c'est très fort chez lui, je vais être différent des autres. Moi je vais y arriver mieux que les autres. Présidents. Oui. Toutes les présidents prédécesseurs sont des gens qui sont pas capables d'aller jusqu'au bout, ils prennent pas de risques. Et donc s'il veut montrer qu'il est capable d'aller jusqu'au bout, il va envoyer des hommes au sol. Je pense que ce n'est pas du tout exclu justement, c'est qu'il y a une possibilité à nouveau qu'il soit entraîné dans cet engrenage, mais je crois qu'il y a aussi chez lui, je pense qu'il n'a pas encore pris sa peut-être décision. En n'ayant pas voulu la prendre, vous êtes en train de nous dire que là il va être obligé de la prendre justement, pris par son hubris. Peut-être, c'est-à-dire je pense qu'en tout cas que Trump, de manière générale, il ne définit jamais son but final. C'est-à-dire qu'en fait, si on cherche une finalité, il explore et il tâtonne pour voir si ça tient. Et donc je pense qu'il espère sans doute au fond de lui encore que il n'aura pas les le faire. bombardements massifs vont contribuer à peut-être à affaiblir. Ça ne veut pas dire d'ailleurs une chute des régimes immédiate, mais à affaiblir suffisamment pour qu'ils puissent après se permettre d'envisager un retrait. Voilà. Stéphane Goldin, sur cette expression de mobilisation massive possible de la part de ce commandant américain des Marines. On n'amène pas 8 000 ou 10 000 hommes dans une région simplement pour les laisser sur des bateaux ou pour les placer dans des zones, même si des zones dangereuses, mais en tout cas, il y a des Marines et les Marines sont là pour intervenir en général d'une façon très commando, très pointue. Vous êtes en train de nous dire donc c'est forcé qu'ils interviennent. Ça veut dire quoi intervenir? C'est pas une opération comme on pourrait s'imaginer avec une opération au sol. Ça va être des opérations, probablement des opérations de commando avec des cibles bien précises, où l'aviation ni la marine peut y accéder, avec une volonté de continuer de vouloir déstabiliser le régime. La question est de savoir quel type de fin de guerre Donald Trump veut. Or, aujourd'hui, rentrer dans une négociation, quand on est dans les pays du Golfe, quand on est dans les pays arabes, négocier, c'est aussi un acte de faiblesse pour certains, et ils le prennent comme ça. Deuxièmement, aujourd'hui, si les États-Unis commençaient à négocier, ça serait probablement aussi une victoire pour la Russie et la Chine. Et ça, Donald Trump ne veut pas le... Donc, la question est de savoir quel type d'intervention. Et je reste persuadé que oui, il y aura des interventions à terre, avec des commandos ponctuels qui se veulent rapides, d'accord. Avec des allers et retours qui cibleront et tout doucement, qui aideront parallèlement, parce qu'on ne l'oublie pas, aussi qu'il y a aussi une population iranienne qui attend ça. Qui attend qu'il y ait justement d'autres signes pour pouvoir continuer à se soulever, parce que pour le moment, ils n'ont plus les moyens de se soulever parce qu'ils ont très peur. D'accord. En tout cas, une mobilisation massive possible, c'est ce que dit au commandant des Marines, mais pour le moment, encore aujourd'hui, il y a eu des soldats américains qui ont été blessés. Au moins 12 soldats américains ont été blessés ce matin, cette nuit, dont 2 très grièvement, dans une attaque iranienne contre une base militaire américaine en Arabie Saoudite, cette fameuse base du prince sultan. Qu'est-ce qui s'est passé, général? Donc il y a eu... d'abord, il faut souligner que c'est la deuxième attaque majeure sur cette base en moins d'un mois. La première, elle avait eu lieu le 1er mars. Il y avait eu un mort. Alors, la première chose que je me dis, c'est comment se fait-il que cette base soit pas mieux défendue, pour le coup, parce que c'est pas les tirs sur Israël. Là, c'est quelques missiles, et donc ils ont réussi à passer. La deuxième chose, j'avais entendu dire, je sais pas si c'est vrai, qu'il y avait un AWACS qui avait été Si, exactement. 2 avions ravitailleurs endommagés, plus un avion radar AWACS. Alors, ce sont quand même des avions stratégiques à très haute valeur ajoutée qui coûtent des dizaines de millions, peut-être. Et donc ça fait beaucoup tout ça. Un AWACS, c'est des centaines de millions d'euros. Parce que c'est bourré d'électronique. Il y a pas plus bourré d'électronique d'un AWACS. C'est ce qui permet de faire tout l'espace aérien, le contrôle de l'espace aérien, le contrôle de tous les avions, etc., et de diriger les opérations à partir des airs. Donc ça, c'est des avions effectivement qui risquent de leur monter. Et puis les ravitailleurs également. Enfin, ils en ont beaucoup des ravitailleurs effectivement.
mais ce sont quand même pas, c'est pas perdre un F-16 quoi. Là, on est dans un autre registre. Mais vous perturbez le fonctionnement des opérations aériennes quand vous perdez ce genre d'aéronefs. Donc c'est des coups très durs qui sont portés par les Iraniens. En ce moment même, oui, Laure Mandeville, le CENTCOM, disait avoir réduit de 90% les capacités de lancement iraniennes. Donc ce succès, en tout cas de ce matin, d'aujourd'hui, contredit complètement cette évaluation. Oui, mais c'est ce qu'ils appellent les frappes sélectives. Enfin, c'est une efficacité, j'ai lu ça, une efficacité sélective, c'est-à-dire qu'ils sont capables, est-ce qu'ils sont aidés par les Russes, je sais pas, enfin, en tout cas, de porter des coups. Vous parlez des Iraniens, oui, la capacité des Iraniens. Extraordinairement affaiblis, mais ils arrivent à porter, c'est vraiment la stratégie du faible au fort, totalement asymétrique. Ils vont être obligés, les Américains, à relocaliser leur base. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Arabie Saoudite, du coup, c'est aussi qu'est-ce que ça va entraîner, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de scission au sein des pays du Golfe, avec d'un côté des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, qui eux concluent en fait de cette situation qu'il faut continuer. Et donc là, pour le coup, c'est la stratégie il faut continuer parce que si on se débarrasse pas de ce régime, il faut aller jusqu'au bout. Ça et il y a plutôt le Qatar et Koweït et Oman qui préféraient un accord pour ne pas avoir, enfin oui, c'est ça, une sorte de sortie de crise immédiate quoi. Et c'est assez intéressant de voir cette scission apparaître. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que la taille de la zone aérienne à défendre est une faiblesse en soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de vecteurs aériens. Alors Israël, c'est le mieux défendu, on voit que ça passe de temps en temps, mais on voit bien qu'il n'y a pas suffisamment d'armes anti-aériennes, de missiles anti-aériens pour se permettre de défendre toute la péninsule arabique. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc, et ça donne ça à un moment donné. Oui, Stéphane Goldin. Pour aller dans le sens du général Richoud, d'où l'inquiétude d'ailleurs des pays du Golfe, parce que c'est vrai que ces pays du Golfe étaient persuadés d'avoir un bouclier américain. Or, il s'avère que ce bouclier n'a pas concrètement fonctionné. Oui, là, il y a une grosse déception de la part des pays du Golfe et une grosse colère même. Et une colère, mais du coup, ça a mis en colère, entre guillemets, les pays du Golfe qui veulent maintenant aller jusqu'au bout. Mais derrière tout ça, on voit aussi que les Américains... d'abord, il n'y a pas de guerre sans blessés, malheureusement. Il n'y a pas de guerre propre, on l'a déjà dit, on le redira. Mais toujours est-il qu'on voit que concrètement, ils n'ont pas encore su concrètement protéger leurs propres troupes même. Leurs propres troupes, c'est trop dispersé, il y en a trop. Autre relative faiblesse, en tout cas potentiel problème, plus de 850 missiles de croisière américains Tomahawk ont été tirés par l'armée américaine en 4 semaines de guerre contre l'Iran. Et cela inquiète bien sûr certains observateurs du Pentagone parce qu'il s'agirait éventuellement d'à peu près un quart du stock disponible. Vous nous avez rejoint, Richard Verly. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes journaliste pour Blick, vous signez ce livre « Cette Amérique qui nous déteste ». Cette histoire de Tomahawk, c'est quand même un problème. Comment en rendre davantage disponible ? Mais absolument, parce qu'il y a deux questions. Tout le monde a des problèmes de stock dans cette guerre. Oui, ça commence à être sérieux. Et en plus, la difficulté, c'est que vous avez pour un certain nombre d'armes et d'armements des commandes à honorer. Et regardez ce que vient de dire Marco Rubio. Il vient de dire que des armes qui ont déjà été payées par les pays de l'OTAN, donc des armes qui ont déjà été payées. Normalement, quand vous payez quelque chose, ça vous appartient. Eh bien, avec les États-Unis, on vient d'apprendre que vous pouvez payer et pourtant, les armes ne vous appartiennent pas. Ils garderaient la main dessus à cause de cette guerre. C'est ce que au lieu de les livrer à ceux qui les auront achetés. C'est ce que Marco Rubio a annoncé hier officiellement. Alors, il n'a pas dit que c'était fait, il n'a pas confirmé, mais il a évoqué cette possibilité. Ça veut dire détourner l'armement vers le Moyen-Orient et vraisemblablement livrer plus tard. Ça ne veut pas dire voler l'armement qui appartient. Oui, mais avouez que c'est quand même, des pratiques. Ah ben c'est des pratiques, bizarres. Oui, bien sûr. Mais on l'a fait par exemple avec les canons César. À un moment donné, on n'arrivait pas à livrer les canons César. On les a détournés pour les livrer à l'Ukraine. Par exemple au Danemark, on leur a dit non, là on peut pas vous les livrer. On vous les livrera plus tard. Non, pardon, mon général, il y avait une énorme différence, c'est que les Danois étaient d'accord. Oui, mais non, personne n'a demandé l'avis des alliés. Je défends pas la pratique du tout. Je dis, c'est pas tout à fait. Vous avez payé, je prends ton stock et je t'emmerde. Alors oulala, général, il va falloir que je vous arrête là, parce que attention. Quelques petites informations simplement très pratiques, très concrètes sur ces missiles Tomahawk. 3,6 millions de dollars l'unité.
du missile, à peu près 2 ans de fabrication pour chaque missile. Et seuls 57 exemplaires donc, de missiles Tomahawk ont été inscrits l'an dernier au budget de la défense américain. Donc, effectivement, c'est une arme relativement rare, Stéphane Goldin. Oui, non, ce que je voulais dire, tout simplement, alors je ne sais pas si c'est 57, moi j'ai un autre chiffre, je sais qu'il y a eu 850 missiles qui ont été tirés depuis le début de la guerre. Depuis la guerre, comme vous l'avez dit, et les États-Unis ont un taux d'acquisition à peu près de 90 Tomahawks par an. Donc on voit le différentiel qui se crée. On voit que ça va pas. Et il y a un moment temps de guerre. Il va y avoir un moment de rupture. Alors est-ce qu'il va y avoir une augmentation de la production avec une commande n'oublions pas que les États-Unis ont demandé une rallonge budgétaire. Oui, 200 milliards. Et production multipliée par 4. Et multipliée. Oui, mais est-ce que les capacités de production peuvent suivre comme ça aussi facilement ? Non. Général. Non, absolument Bien pas. sûr que non. Non. Enfin, il faut que plusieurs mois pour pouvoir augmenter les capacités de production, combien même on les a, parce que quelquefois, il faut monter des chaînes de production. Et si on monte des chaînes de production, il faut aussi des ingénieurs, il faut des ouvriers spécialisés. Donc, les matières premières. Et les matières premières. Alors, les matières premières, on peut penser qu'ils les ont, mais c'est facile. Un missile, des fois, il faut 6 mois, 1 an pour le faire. Hein. Donc, voilà. Donc, quand on dit qu'on en fabrique 90, ça veut dire qu'il y a un missile sur 1 an, c'est-à-dire qu'il faut avoir une très grosse capacité de production pour pouvoir en faire 90 par an. Écoutons cette sage parole du ministre de la Guerre, Pete Hegseth, le ministre de la Guerre américain, prononcée le 19 mars dernier à ce propos. En ce qui concerne les 200 milliards de dollars, je pense que ce chiffre pourrait évoluer. Il est évident qu'il faut de l'argent pour neutraliser les méchants. Nous allons donc retourner voir le Congrès et ses membres pour nous assurer que nous bénéficions des fonds nécessaires pour ce qui a été fait, pour ce que nous pourrions avoir à faire à l'avenir, et pour veiller à ce que nos stocks de munitions soient non seulement réapprovisionnés, mais qu'ils dépassent largement nos besoins. Gallagher, il faut beaucoup d'argent pour tuer les méchants. Moi, je suis contribuable américain. J'aimerais bien savoir où sont passés les 1000 milliards de budget annuel, parce que ça me semble déjà quand même pas mal. Qui doivent passer à 1500. Voilà, exactement, à la demande du président Trump. Et généralement, ça ne compte pas les opérations de guerre. C'est fait pour l'entraînement, pour les pensions, pour les soldes et puis pour les équipements. Dans l'armée française, lorsqu'on part en guerre, il y a un collectif budgétaire interministériel et ça n'est pas sur le budget de la défense, enfin théoriquement, parce que dans la pratique on pompe quand même, mais globalement c'est pas fait pour ça. Alors dans les arsenaux, il y a quand même de quoi faire normalement bien sûr. À la base, mais non, ça fait partie ces extraits qui sont joués, multijoués depuis que Pete Hegseth a prononcé ces paroles. Comme preuve à verser au dossier d'un Donald Trump qui ne sait pas exactement ce qu'il veut et qui hésite entre une forme de capitulation ou en tous les cas de retrait en rase campagne ou alors de prolongation au risque d'une escalade en engageant notamment ses forces au sol dont on parlait tout à l'heure et qui effectivement nécessiterait une rallonge budgétaire conséquente mais qui va devoir être validée par un congrès. Et ça, même s'il y a une légère majorité républicaine, c'est pas gagné d'avance. Les conversations, elles sont tendues sur le sujet de l'Iran au Congrès, y compris du côté des Républicains. Il n'y a qu'à voir la manière dont J.D. Vance, le vice-président, s'exprime. On a entendu tout à l'heure Marco Rubio et Donald Trump au milieu de tout ça, qui est un peu l'arbitre entre ces deux équipes, une qui s'estime être l'équipe l'Amérique d'abord et l'autre et qui taxe celle d'en face d'être l'équipe Israël d'abord. Alors justement, J.D. Vance, vous venez de faire allusion, le vice-président américain, dont on sent bien qu'il n'a pas tout à fait la même approche que celle du président Trump et de Marco Rubio. D'ailleurs, on sent bien aussi que Donald Trump joue sur les deux tableaux. Il envoie l'un en Europe, l'autre qui serait éventuellement son émissaire face aux Iraniens, qui, disent-ils, peut-être apprécierait davantage d'avoir affaire à lui plutôt qu'à quelqu'un d'autre. En tout cas, plutôt qu'au tandem Jared Kushner-Steve Witkoff. Mais J.D. Vance, donc, a donné une interview sur un podcast américain, le podcast de Benny Show, sur lequel il a annoncé, expliqué que tous les objectifs dans cette guerre avaient été atteints. Alors ? Voilà. Tout va bien.
Le président l'a dit, nous avons atteint la grande majorité de nos objectifs militaires. Et je pense qu'il a raison. Nous avons atteint tous nos objectifs militaires. Le président va persévérer encore un peu pour s'assurer qu'une fois que nous serons partis, nous n'aurons pas à recommencer avant très très longtemps. Je pense que le président a été clair, à savoir que nous n'avons pas l'intention de rester en Iran encore 1 an ou 2. Nous faisons ce qu'il faut, nous allons bientôt nous retirer de là-bas et les prix de l'essence vont redescendre. Oui, Sylvie Bermann, on a quand même vraiment l'impression qu'il a très envie de partir là. Il n'a pas très envie de s'attarder trop en Iran. Oui, mais c'est la ligne classique des MAGA. C'est-à-dire que Donald Trump avait promis à son électorat de ne pas engager de nouvelles guerres, de mettre fin. Il n'a pas tenu sa promesse. Et il n'a pas tenu sa promesse, et lui très clairement. D'ailleurs, on l'avait vu pour le Venezuela aussi. Il n'était pas avec toute l'équipe à ce moment-là, donc il est très réservé. Mais il y a des divergences. Alors maintenant, s'il y a une demande de rallonge, est-ce que le Congrès empêchera les Américains, effectivement, de mener à bien cette opération? Tout est une question de tempo. Celui des Américains, celui des Israéliens, celui des Iraniens n'est pas du tout le même. Et le plus pressé, c'est effectivement Donald Trump. Les Iraniens jouent là-dessus parce qu'ils le savent très bien. Alors, cela dit, ce que j'ai lu également dans les réseaux sociaux américains, c'est qu'en réalité, Donald Trump savait qu'il allait perdre les mi-termes et que finalement, il pourrait continuer malgré tout à faire ce qu'il voulait, parce que qu'il gagne ou qu'il perde, ça ne changerait rien. Enfin, il aurait plus de chances de les gagner, évidemment, si cette guerre se terminait réellement en faveur de l'Amérique. Et dernier point quand même, c'est tout à fait anormal que ce soit les Iraniens qui choisissent leurs interlocuteurs, qui demandent à Donald Trump, nous on veut celui-là. Donc c'est une faiblesse côté américain de ne pas imposer son propre négociateur, et de ce que Donald Trump croit être une force est en fait une faiblesse, et ils en profitent. Oui, absolument. Gallagher. C'est pas la première fois. Je rappelle que les Russes ont imposé le retrait de Keith Kellogg de la délégation russe pour justement le faire remplacer par l'ami Steve Witkoff. Les Iraniens sont très malins parce qu'ils ont bien compris le jeu entre J.D. Vance et Marco Rubio. Ils s'engouffrent dans la faille, bien sûr. Qui sont les deux, si vous voulez, en lice. La campagne présidentielle de 2028, elle a déjà commencé. Or, J.D. Vance, il sait que le clip que vous venez de passer, dans le podcast de Benny Johnson, qui est ultra suivi. Je veux dire, il a des dizaines de millions d'abonnés, Benny Johnson. Donc ça, il va renvoyer vers ça en 2028 en disant non. Moi, je suis celui qui dit non. J'ai parlé contre. Parce que cette affaire, elle est mal embarquée, et ça a été très bien expliqué. Beaucoup de celles et ceux qui ont voté pour Donald Trump, ils ont voté exactement contre ça. Ça n'a pas échappé à J.D. Vance. Par ailleurs, les Iraniens, ils sont en train de mettre une petite pièce sur J.D. Vance en disant, vu qu'on est constamment trahi par les Américains, on va signer avec J.D. Vance et les Iraniens, que ça plaise ou non actuellement, ils s'estiment être en position de force. Eux, ils s'estiment être proches de la victoire. Parce qu'encore une fois, Donald Trump, il est face à deux très mauvais choix. Et donc, ils veulent engager J.D. Vance, ce qui complique quand même l'équation pour J.D. Vance, qui a envie de mettre de la distance. Et en même temps, c'est l'occasion de briller à l'international. Mais est-ce que le Congrès vote? Moi, c'est une question qu'a posée Sylvie Bermann. Mais le Congrès n'a plus aucune importance, Général Richoux. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Madame l'ambassadeur. En fait, dans l'esprit de Donald Trump, plusieurs choses. Il en a rien à faire. C'est ce que je vous disais. Moi, je disais le Congrès n'a plus d'importance. Dans l'esprit de Donald Trump, bien sûr. Des présidents en exercice perdent les élections de mi-mandat. C'était valable pour Barack Obama, pour Joe Biden également dans une certaine mesure. Donc ça, moi, je suis d'accord que ça l'obsède pas du tout. Et il est bien plus obsédé parce qu'il va laisser par son legs qu'il ait un congrès à majorité démocrate. C'est arrivé à plein de ses prédécesseurs. Et de toute façon, il n'a que faire de ce congrès et de son pouvoir qu'il écrase. Non, mais les 200 milliards, c'est ça. Les 200 milliards, franchement, c'est pas ça. Est-ce que les démocrates vont voter ça? Non. Voilà, c'est ma question. Parce que la chose, et j'en termine par là, qui a changé entre 2003 et 2026, c'est qu'en 2003, l'argument pour aller au Congrès, c'était de dire, si vous votez contre ça, vous votez contre les troupes. Vous n'êtes pas pour le soutien des troupes américaines. Alors qu'aujourd'hui, ils disent la meilleure manière de soutenir les troupes, c'est de leur d'éviter de les engager dans des guerres idiotes. Revenons aux affaires militaires, puisque vous savez que nous aimons la précision et la nuance sur LCI. Et cette nuit, un avion d'attaque américain A-10 Thunderbolt a frappé par erreur
par erreur une position de l'armée régulière en Irak. En Irak, et 7 soldats irakiens ont été tués sur le coup. 23 ont été blessés. C'était dans la province d'Anbar, qui d'ailleurs, cette province, a déclaré jour de deuil aujourd'hui. Sophia Amara, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui a pu se passer? Donc en fait, c'est plutôt assez évident ce qui s'est passé, c'est que le pilote a confondu une unité de l'armée avec une milice pro-Iran. Qui opère dans la même zone. C'est sans doute ça qui s'est produit. Oui, sauf que la zone d'Al-Anbar n'est pas une zone où il y a beaucoup de milices pro-chiites. C'est vrai, c'est une zone sunnite. Sunnite, ouais. Donc c'est quand même assez étonnant, ce qui ne veut quand même pas dire que les Américains ont visé ces soldats de l'armée régulière irakienne, qui n'est pas ni en conflit, ni qui n'a pas de problème avec l'armée américaine. Enfin, ça va pas arranger les relations américano-irakiennes. Mais pour puisque je rappelle que les dégradées. Oui, mais Sophia expliquait en un mot que les Américains sont dans un processus de désengagement en Irak et que peut-être le Premier ministre irakien, en tout cas aujourd'hui, il s'est évidemment exprimé pour dire que c'était terrible ce qui venait de se passer, que c'est un problème de violation de souveraineté. Bien sûr que c'était inadmissible, que c'était très regrettable. Cela étant dit, dans une guerre, il y a parfois des accidents, comme ce qui s'est passé avec ces 3. Rappelez-vous que le Koweït a abattu des avions américains. C'était évidemment un accident. Là encore, tout devrait prouver, enfin peut-être qu'il y aura une enquête côté américain ou peut-être même irakien, que là encore c'est un accident. Parce que il n'y a pas de raison pour lesquelles Mohamed Shaya al-Soudani a de très bonnes relations. Premier ministre irakien a de parce que vous prononcez tellement bien qu'on ne sait pas. Pardon, le Premier ministre irakien actuel a de bonnes relations avec Washington et donc il n'y a vraiment pas de raison. Et comme je le disais, Anbar est une zone sunnite, une zone où il y a eu beaucoup de terrorisme à un moment, sous Daesh et Al-Qaïda en Irak, et ça n'est pas une zone, où il devrait y avoir des milices pro-iraniennes en action. Ça ne va pas bien en Irak, néanmoins, ça ne va pas bien en ce moment. À la faveur de ce conflit, on parle des différents théâtres d'opération, et d'ailleurs Emmanuel Macron a pris la parole pour dire qu'il faudrait absolument pas que l'Irak se retrouve pris dans cette guerre. Donc il y a quand même aussi le souci, parmi les autres théâtres d'opération, de voir l'Irak aspiré par l'engrenage du conflit. Ça ne va pas bien en Irak. Effectivement, il y a eu cette erreur. La situation en Irak est compliquée. Quant aux États-Unis, il y a une situation, en tout cas aujourd'hui, assez complexe. Regardez ces manifestations, c'est en cours. Je crois que c'est des images qui nous parviennent de Los Angeles. C'est la 3e fois en moins d'1 an que les Américains sont appelés à descendre dans la rue par une coalition-association autour de ce fameux slogan No Kings, donc pas de roi. C'est véritablement une résistance nationale. Ça avait eu lieu en juin 25 et puis en octobre 2025, il y avait eu plus de 7 millions. Aujourd'hui, il y a eu énormément de personnes qui sont descendues dans la rue Gallagher Fenwick, notamment, là on a Los Angeles, mais il y en a eu beaucoup à Minneapolis et partout. Non, effectivement, des millions de personnes une réussite. Qui sortent pour dénoncer ce qu'elles estimaient être un glissement de la démocratie américaine vers un système au minimum illibéral, au pire, j'allais dire fascisant, avec un président qui a une conception très unitaire du pouvoir exécutif, je le disais tout à l'heure, qui écrase ou en tous les cas évacue très largement les prérogatives du Congrès et qui, et c'est l'autre branche du gouvernement américain, a une vision aussi très, très particulière du rôle du judiciaire. On aperçoit quand même là Robert De Niro qui fait partie justement des voix qui portent ce. Il y a Bruce Springsteen aussi. Oui. Bruce Springsteen, à Minneapolis, du camp démocrate, et qui ont le sentiment que Donald Trump est en train de piétiner la sacro-sainte Constitution des États-Unis, dont il faut rappeler qu'elle était justement faite, notamment pas seulement, mais notamment pour éviter que les États-Unis reproduisent un modèle dont ils s'étaient émancipés au travers de leur guerre révolutionnaire, celle de la monarchie. Ils se sont détachés de ce système et ils ne veulent pas y revenir. Ils ne veulent pas d'une personne qui accumule tous les pouvoirs. Ils veulent qu'il y ait, comme le système le prévoit, une juste répartition entre le judiciaire, avec la plus haute juridiction, la Cour suprême, le circuit fédéral, l'exécutif, la Maison-Blanche, et puis d'un autre côté, le législatif, avec ses parlementaires, la Chambre haute, le Sénat et la basse, la Chambre des représentants. Alors, pour être vraiment encore exhaustive, le slogan, c'est No Kings, No Ice et No War.
donc on revient à la guerre. No war, donc ça veut dire que tous ceux qui sont descendus dans la rue aujourd'hui aux États-Unis ne sont pas en faveur des guerres menées par les États-Unis. Comment c'est un petit peu? Non, un petit coup ça fait un petit coup de guerre du Vietnam, là, surtout sur le Mall, là, avec l'obélisque. On a vraiment l'impression de se retrouver en 68 avec John Baez, etc. Quoi. Elle a chanté, John Baez. Elle a chanté aujourd'hui même. Avec cette différence que Donald Trump, il est capable, dans cette situation, je parle sous le contrôle de Gallagher, d'avoir des réactions complètement dingues. Rappelez-vous de sa réaction par rapport, vous vous souvenez de ce clip qu'il avait diffusé avec ces tas d'éjections qui tombaient d'un avion. Ce que je veux dire, c'est que dans les circonstances actuelles en pleine guerre, il est capable de ce type de réaction, et là les choses peuvent s'enflammer très très vite. Stéphane Goldin. Je comprends très bien, moi, l'argument sur les questions juridiques, sur les questions du Congrès là-dessus. Mais le no war, ça veut dire qu'il aurait fallu laisser le régime des Mollahs tel qu'il est, et dire qu'on ne bouge pas, on ne fait plus rien, on n'avance pas. À un moment donné, il va falloir que le monde aussi prenne ses responsabilités par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je comprends. Il y avait des négociations que Donald Trump a dénoncées. Je comprends aisément qu'il faut, passer par des instances qui sont comme le Congrès, parce qu'il doit y avoir, dans n'importe quelle instance pays démocratique, il y a des verrous à passer. En Israël, quand il y a une guerre qui est déclarée, il y a une réunion du cabinet, il y a un vote qui se passe, et le vote donne oui ou non. S'il y a un vote négatif, il n'y a pas de guerre. S'il y a un vote positif, oui, d'accord. Voilà. Mais là, aux États-Unis, c'est pas comme ça. Mais au-delà de cela, la question moi, ce qui me gêne, c'est à un moment donné toutes ces personnes qui ont leur légitimité pour manifester. Mais il faut aussi comprendre que, à un moment donné, il faut aussi bouger, il faut remuer, on est face à un régime qui concrètement a assassiné plus de 35 000 personnes. Oui, mais c'est pas palpable pour un Américain du Middle West. Voilà, c'est ça le vrai. Bon, puisque vous revenez sur le sujet de la guerre, sachez que Donald Trump, évidemment, est briefé tous les jours sur cette guerre, mais c'est un petit peu problématique de le briefer. Il y a différentes méthodes pour le briefer. Il est briefé avec des notes. Personne n'est vraiment sûr qu'il lit les notes qui sont rédigées pour lui. Donc, selon la chaîne NBC, les militaires américains compilent pour Donald Trump un montage vidéo quotidien de 2 minutes environ. C'est ça qui lui est montré tous les jours. Alors c'est un petit peu problématique parce que ce sont les images des frappes les plus spectaculaires. Donc il manque beaucoup de choses dans cette compilation vidéo. Il est frustré, Donald Trump, parce que dans cette compilation, il n'y a que les succès, il n'y a pas les revers. Or, Gallagher Fenwick, dans la guerre qui est menée, dans toutes les guerres, il y a aussi les revers, il y a les moments qui ne sont pas spectaculaires. On reste dans le no kings finalement, parce que ce que vous décrivez, c'est la poutinisation du fonctionnement de cette Maison-Blanche qui ne donne que les bonnes nouvelles à Donald Trump, et donc qui lui donne... Vous pensez qu'à Poutine aussi, on lui fait un montage vidéo de 2 minutes ? Bien sûr, c'est-à-dire que... Ça, je ne sais pas. J'ai passé... Moi, je pense qu'il lit. Il est enfermé. Peut-être qu'il lit un peu plus, oui. Mais bon, il y a évidemment aussi une volonté de montrer la guerre sous son meilleur jour et le fait qu'elle soit victorieuse, bien sûr. Il y a beaucoup de fuites sur la manière dont ça fonctionne à la Maison-Blanche. Il est enfermé, comme Vladimir Poutine, dans une bulle. Oui, ça c'est sûr. Informationnel, parce qu'il a entretenu autour de lui un phénomène de courtisanerie où il n'a que des yes-men, parce que celles et ceux qui osent suggérer différemment ou lui donner tort sont virés sur le champ, et donc tout le monde a compris que l'idée, c'est de lui montrer des images son et lumière de réussite tactique qui, mises bout à bout, ne donne pas une victoire stratégique. C'est-à-dire que d'un point de vue opérationnel, du point de vue du renseignement, indéniablement, les Américains et les Israéliens travaillent très très bien et ils travaillent main dans la main, mais une suite de victoires tactiques, ça ne donne pas nécessairement une victoire stratégique à la fin. Oui, Sylvie. De toute façon, c'est un choix qu'il a fait de n'annoncer que les bonnes nouvelles. Je veux dire, il ne va pas dire on est en train de parler de perdre, c'est difficile. Alors, c'est vrai que ces rapports sont assez sommaires et sont visuels, mais il passe sa vie à regarder Fox News. Qui lui dit la même chose. Oui. Et ce qu'il fait même, Sylvie, c'est qu'il interrompt les programmes. Il téléphone en direct pendant les programmes. Évidemment, tout le monde le prend en direct parce qu'avoir le président Trump, donc ça fait vraiment du live. Mais vous avez raison, c'est ça qu'il fait en permanence. Alors rappelons que, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, je crois, Stéphane Goldin, qu'il y a les 250 ans des États-Unis qui seront fêtés très très bientôt, et les préparatifs et les festivités en prévision de ce semi-quincentenaire. Ça s'appelle un semi-quincentenaire, le 250e anniversaire
anniversaire des États-Unis, dans quelques mois, se poursuivent. Et une commission fédérale vient d'approuver la frappe. Non pas les frappes militaires, mais la frappe d'une pièce commémorative en or, 24 carats. Voilà, vous en voyez la représentation à l'écran, qui représente bien sûr Donald Trump. Donald Trump en costume, cravate. Bien évidemment, les membres de cette commission ont été exclusivement nommés par Donald Trump. On y voit Donald Trump en costume, cravate, les points visibles sur son bureau. Voilà, c'est comme si je me mettais comme ça. Voilà, vraiment pour avoir un air très déterminé. Il a toujours cet air, de toute façon. Donald Trump, soit l'air, voilà, cet air déterminé, un tantinet boudeur. Oui. Oui, mais en fait, c'est la fameuse photo de Grognon. Oui, pardon, Grognon. Donald Trump, ce qui l'intéresse, c'est effectivement, je crois que c'est Gallagher Fenwick qui l'a dit tout à l'heure, c'est son héritage, c'est son legs à l'Amérique. Et d'ailleurs, le succès en Iran en fait partie. C'est la victoire sur Carter et les autres. Et puis, on n'a pas encore parlé de Cuba, mais ça viendra naturellement. Cuba, ça viendra en son temps. Cuba, ça viendra. Mais il semble que c'est ça qu'il veut laisser. Oui. De même que l'aile est de la Maison Blanche. Oui, la salle de bal, vous voulez dire. La salle de bal. Oui. Ça sera l'aile Trump. J'ajoute pour votre commentaire, Général Richoux, que Donald Trump a aussi réussi, l'annonce a été faite il y a 2 jours par le Trésor américain, à apposer sa signature hyper reconnaissable, sur les futurs billets de banque de $100, toutes les coupures d'ailleurs. Donc les premiers billets de $100 qui seront imprimés en juin porteront cette signature, et c'est une première pour un président en exercice, effectivement. Pour les billets, je crois que l'usage veut que ce soit le gouverneur de la Fed qui le fasse. Oui, c'est ça c'est normal. Fait avant, mais je crois que c'est illégal pour les pièces de monnaie où normalement il ne doit pas y avoir le visage du président de la République. Je crois qu'il y a une loi qui le dit, me semble-t-il, et donc il s'assoit surtout en fait un petit peu, puisqu'à partir du moment où on peut pas le. Alors peut-être ce seront-elles. Après, vous savez, dans l'Antiquité, après il y avait la damnatio memoriae, donc on pilonnait tout ce qui représentait la personne honnie, et donc peut-être que le prochain pouvoir mettra ces monnaies au pilon, mais ceux qui les auront gardées auront gagné vraisemblablement une pièce très très rare. Voilà. Oui. Gallagher sur Donald Trump. Si vous voulez, on est toujours, mais dans la thématique No Kings, on a quand même un personnage extrêmement narcissique qui a ce besoin presque viscéral de mettre son nom partout, sur le Trump Kennedy Center, ça a été dit par Madame l'ambassadeur, reconfigurer architecturalement les parterres, notamment la roseraie à la Maison Blanche, mais aussi la East Wing. Maintenant, cette pièce frappée à son effigie. Donald Trump a besoin de se voir. Et d'ailleurs, dans cette guerre, quelque part, c'est ça aussi. Il a un rapport narcissique à cette guerre. C'est-à-dire qu'il voit dans les images qui lui sont présentées le reflet de ce qu'il estime être sa puissance. Celle d'un homme qui a échappé, on parlait tout à l'heure de la guerre du Vietnam, au service sur des prétextes médicaux assez douteux à l'époque, mais aujourd'hui qui se pense un peu comme un empereur qui estime que le réel doit se conformer à sa parole, parce qu'elle est tellement puissante. C'est-à-dire, il convoque les Européens pour ouvrir le détroit d'Ormuz, et puis aussi il pense être le maître des horloges, c'est-à-dire il peut décider quand c'est terminé, mais attention, les Iraniens ne seront peut-être pas d'accord. Les Iraniens ne sont peut-être pas d'accord. Eh bien, vous avez raison de revenir aux Iraniens, puisque j'allais y revenir. Ce matin, évidemment, les Iraniens continuent à frapper dans les pays du Golfe tous azimuts, et ils ont des présentateurs à la télévision qui font. La télévision, c'est une télévision exclusivement d'État, bien sûr, mais qui font des émissions en direct. Je suis pas sûr qu'il y ait des émissions avec des commentateurs tels que nous les faisons ici, mais en tout cas, partageons, regardons ensemble, écoutons ce présentateur de la télévision iranienne il y a quelques jours, mais l'image ne nous est parvenue qu'aujourd'hui. Vous allez regarder avec attention d'ailleurs les logos qui sont derrière lui et écoutez également ce qu'il dit, parce qu'il n'y a pas de langue de bois. Aujourd'hui, j'ai vu le ministre des Affaires étrangères d'un de ces pays du Golfe déclarer: si l'Iran pense que nous ne riposterons pas, il se trompe lourdement. Ces longues dents ressortaient clairement à l'image. Eh bien, je lui réponds, ne t'avise pas de parler autant, sinon on te frappera si fort que tes dents sauteront et que tu devras te faire soigner, compris ? Tu sais quel endroit on a pris pour cible, puisque tu as permis à l'ennemi d'utiliser ce territoire. Même le droit international nous donne le droit de le prendre pour cible. Alors, cache tes dents et arrête de dire que l'Iran ne devrait pas croire qu'on ne peut pas riposter.
Bon, je vous avais dit que c'était pas de la langue de bois. Vous avez remarqué les logos des plus grands médias américains derrière, le FT, CNN, etc. Donc je pense que Sophia Mara, c'est une émission de commentaires de la presse internationale. Mais là, c'est vis-à-vis des pays du Golfe. Il s'adresse directement aux pays du Golfe. Donc on voit bien le ton est étonnant quand même. Bien sûr, et très agressif. Jusqu'ici, les Iraniens ont toujours prétendu qu'ils ne visaient les pays du Golfe que quand leur territoire était utilisé pour frapper l'Iran et qu'ils ne frappaient que cette zone-là. Rappelez-vous qu'ils ont dit à un moment, oui, mais les Américains, ils se sont repliés, ce sont des lâches, et ils sont allés dans des hôtels. Ce qui était une façon de dire, on va frapper les hôtels et on aura un prétexte. Ils ont même demandé aux civils de s'en éloigner. Exactement. Et en fait, peu leur importe que les Américains soient dedans ou pas, mais ça leur donnait là une carte blanche pour frapper des hôtels et faire encore plus mal à ces oasis qui se présentent comme des oasis de prospérité et de modernité. Ce qu'on peut dire de ce monsieur, c'est que évidemment là, le plateau semble un peu cheap, surtout s'il est comparé au nôtre, mais ne comparons pas. C'est incomparable. Il était vide, il était seul là. Voilà. Moi, je fais pas une émission, c'est pas un one man show cette émission. Mais ce que je peux vous dire, partage avec vous. Plus sérieusement, c'est que si vous consultez la presse iranienne anglophone et par exemple Tehran Times, vous verrez que là, par contre, la propagande... Dans la une d'aujourd'hui était assez spectaculaire également, genre venez vous vivre un enfer. Je veux dire que si Donald Trump faisait l'effort de ne pas se contenter de 2 minutes de vidéo de War Games, mais elle comprendrait à quel point il a affaire à des diplomates et des politiciens iraniens qui sont certes des tueurs, puisqu'ils ont tué 35 000 hommes, vous le disiez. Ce ne sont pas les seuls au Proche-Orient, il faut encore le rappeler, parce qu'il y a d'autres pays où il y a eu des crimes, et ça n'a pas et ça n'a pas provoqué de guerre. Je reviens donc sur ce journal. Et bien dans le journal, ils disent regardez Donald Trump, il cherche un objectif, c'est sortir de la guerre, parce qu'il n'y arrivera pas, il s'en rend compte, il ne comprend pas que sa puissance ne le mène pas à l'objectif qu'il veut, et nous, plus il parle de négociations, et moins on va les lui donner. Et on va sortir nos cartes les unes après les autres. Ils ne le disent pas comme ça, mais ça se lit entre les lignes, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous avons pris connaissance aujourd'hui d'un autre succès iranien, d'une autre nature, celui d'un groupe de hackers. Des hackers liés à Téhéran, du nom du groupe Andala, qui a publié hier sur son site des photos et des courriels, vous le voyez, qui appartiennent au chef du renseignement intérieur américain, donc Kash Patel. C'est quand même assez extraordinaire. Ils ont été capables de hacker la boîte mail du chef du renseignement intérieur américain. Ils l'ont piraté et ça a été confirmé. Côté américain, confirmé. Stéphane Goldin, c'est quand même un énorme coup. C'est un énorme coup, mais je ne suis pas surpris. Pourquoi ? Je ne suis pas surpris parce qu'on sait très bien que la guerre, la cyberguerre, je dirais, menée par l'Iran, elle n'est pas nouvelle. Ils ont été très forts en la matière. Ils ont essayé d'hacker plusieurs fois des sites israéliens à maintes et maintes reprises, sans y arriver automatiquement. Et on sait très bien qu'ils ont aussi tout un département très fort sur les questions du cyber. Donc aucune surprise au niveau en tout cas de la guerre cyber du côté iranien. N'oublions pas une chose quand même. Le peuple iranien est un peuple d'ingénieurs. Est un peuple avec une formation très haute, avec une haute technologie, donc qui ont su travailler aussi toute la question des nouvelles technologies, qui savent très bien travailler, je dirais, tout ce qui touche au cyber. Et c'est vrai qu'ils mènent aussi parallèlement des guerres qui sont ces guerres souterraines autour du cyber. Mais personne ne s'en offusque, Gallagher Fenwick, j'ai l'impression que ça s'est passé. C'est complètement humiliant. Hein. C'est le patron. Oui, c'est humiliant. Alors, soit dit entre nous, c'est un clown, Kash Patel. Comment c'est un clown, Gallagher? Dans votre bouche, là, je suis un peu étonné. C'est-à-dire il passe son temps à utiliser l'un des 2 jets du FBI pour aller voir sa copine qui est chanteuse de country. Il a été vu en train de boire des bières avec l'équipe de hockey masculine des États-Unis. Il s'est fait remonter les bretelles par Donald Trump à ce sujet. Mais je passe la... C'est-à-dire, même Donald Trump lui remonte les bretelles. Oui, c'est dire. Oui, c'est dire. Alors, en fait, ce qu'il voulait, plusieurs choses. D'abord, ce qui a été hacké, c'est sa boîte Gmail, donc sa boîte privée.
et c'est les courriels de 2010 à 2019. Ah d'accord, donc c'est pas la boîte du FBI. Non, pas du FBI. Mais ça reste très préjudiciable parce qu'ils publient. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne publient pas tout. Ce qui veut dire qu'ils ont peut-être des munitions supplémentaires. À venir. Donc on voit des photos, notamment de lui, on en parlait tout à l'heure, à Cuba, en 2013, en train de savourer ce qui est probablement un bon cigare cubain. Par ailleurs, ça a été attribué à Handala, qui est un groupe qui est directement lié au ministère iranien du renseignement. Attention, donc les images qui sont publiées, elles sont signées Handala. Des petits malins sont allés voir le serveur sur lequel ces images ont été déposées. Oui. Devinez où est-ce qu'il loge, le serveur ? En Russie. Donc, il est possible que ce soit une opération, entre guillemets, alors pas sous fausse bannière, mais sous autre bannière. Donc, l'histoire, elle est un petit peu plus compliquée que ce qu'on pourrait pas en penser comme cela. En tous les cas, c'est une humiliation pour Kesh Patel, dont je rappelle, l'un des rôles est de protéger les Américains, et notamment les responsables américains, typiquement face à ce genre d'ingérence et de activisme, hacker et activisme, dont sont parfois victimes les Américains. Ils en ont été victimes, on le sait, en 2016. Toutes les agences de renseignement étaient d'accord pour le dire. À l'époque, ça venait très largement de la Russie. Et cela intervient à un moment où les agences de sécurité américaines, c'est véritablement le grand bazar, il faut le dire. Donc vous avez... Donald Trump a fini par renvoyer Christine Noem, vous savez, celle qui dirige, qui supervise le département de la sécurité intérieure, qui supervise ICE, enfin qui était la super superviseuse de ICE. Tulsi Gabbard du renseignement intérieur a été tellement nulle qu'elle va sûrement sauter, et lui également. C'est-à-dire qu'au fond, il y a tout un pan de l'administration Trump qui aujourd'hui est complètement... En fait, il reste plus que Trump, quoi. Absolument. Voilà, que faisait-il en 2019 parce qu'il n'était pas connu? Alors c'est une très bonne question. Oui, la période qui est ciblée, elle date d'avant son arrivée à la tête du FBI. Oui. Donc il a occupé des postes au département de la justice avant ça. Et puis avant, écoutez, il y a dans les emails, quand il arrive à Washington, qui cherche un appartement, des emails envoyés à des amis qui veulent lui présenter de nouvelles personnes à Washington. Donc on plonge dans sa vie personnelle et on sait que des éléments sur la vie personnelle d'un personnage de premier plan, ça peut parfois être utilisé comme levier de pression. Oui, c'est vrai que toutes ces nominations dans le service de renseignement américain, tous les coordonnateurs et autres, ça paraît assez baroque. Enfin, en tout cas, c'est des personnalités qui n'ont pas la compétence. Mais pourquoi ? Parce que Donald Trump a un compte à régler avec eux. À cause de... pour eux, ils considèrent qu'ils ont été des empêcheurs de tourner en rond dans ses relations avec Vladimir Poutine pendant son premier mandat. Et il a eu un procès en illégitimité depuis le début de son arrivée en pouvoir, parce qu'on parlait d'ingérence russe, pire, de collusion. Et il y a eu un procureur, il y a eu une enquête. Et donc, il a un compte à régler avec eux, ce qui paraît aberrant, parce qu'on considère que dans nos pays, les services de renseignement sont au service précisément de l'État. Alors on l'a vu tout à l'heure dans la guerre, la vie continue. On vous a montré l'image de cette petite fille qui se balançait avec beaucoup de joie dans cette balançoire dans le détroit d'Ormuz avec un fond de flammes derrière elle. La vie continue en Iran. L'équipe de foot nationale iranienne a rendu hommage aujourd'hui aux écolières de Minab pendant l'hymne national en tenant justement des petits sacs à dos, les petits sacs à dos de ces écolières. Je rappelle, Sophia Mara, qu'il y a eu cette frappe qui est une erreur pas encore reconnue, mais en tout cas une enquête est en cours de l'armée américaine sur cette école élémentaire de Minab, donc iranienne, et avec 175 morts. Oui, enfin, il y a quand même eu des sources sérieuses qui ont nettement penché en faveur d'une erreur, une grave erreur de l'aviation américaine et qui aurait provoqué la mort de ces petites filles dans cette école de jeunes filles. Au départ, elle avait été mise par les activistes iraniens qui avaient dit mais non, c'est l'Iran qui s'est trompé et c'est un missile de l'Iran qui est tombé et qui n'a pas atteint son objectif. Apparemment, c'est une erreur des Américains, évidemment, et la proposition
propagande iranienne aime beaucoup jouer avec l'enfance, la jeunesse, la pureté, l'innocence. Et vous avez également ces petites filles du Epstein File qui sont bras dessus, bras dessous avec ces petites filles devenues des anges puisqu'elles sont mortes et qui, moi, sur les réseaux que je surveille, vous les voyez sans cesse, en persan, en anglais, dans toutes les langues, pour dire que, voilà, elles aussi sont des victimes de Trump. Mais alors, pour rester quelques instants dans le domaine du football, vous savez qu'il y a la Coupe mondiale du football qui va arriver à partir du mois de juin dans 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Il y a quand même éventuellement un petit problème avec l'équipe nationale iranienne qui pour le moment reste invitée. Et voici ce qu'on a dit. Il a abordé ce sujet, le vice-président de la Fédération iranienne de football. D'après le calendrier, les matchs se dérouleront aux États-Unis. Il faudra voir comment la FIFA organisera les conditions. Il faudra voir comment la FIFA organise Gallagher. Le sport est très politique, donc il non mais parce que est-ce qu'on voit l'équipe nationale de football iranien arriver pour alors ce qui est possible, jouer des matchs aux États-Unis, soit déplacés sur le territoire du Mexique ou du Canada, voilà c'est ça, du Canada, qui était le lieu quand même de j'allais dire d'échauffourée, je fémise la chose entre les cartels et les autorités sur place suite à l'élimination de El Mencho, qui était le chef d'un cartel ultra connu. En tous les cas, on voit que les échéances, et pas que politiques, mais sportives, majeures pour Donald Trump arrivent, et la géopolitique va, et c'est souvent le cas, rappelez-vous de la Coupe du Monde de foot au Qatar, gentiment s'inviter là-dedans, avec des controverses énormes déjà à venir. Oui, d'autant l'Iran, juste petite correction Anne, l'Iran n'est pas invitée, elle s'est qualifiée, l'équipe d'Iran. Donc elle est bel et bien qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde aux États-Unis. Ils ont menacé de ne pas leur donner de visa en même temps. Alors effectivement, après on peut déporter ça au Canada ou au Mexique. Donc à mon avis, c'est. Mais ça veut dire qu'ils auront un camp d'entraînement également, comme l'équipe de France d'ailleurs. Normalement, ils auront un camp d'entraînement, ils seront dans un hôtel et ils auront donc toute une logistique à leur disposition, mise à la disposition par la FIFA. Oui, Stéphane Goldin. Oui, évidemment, la Coupe du Monde, mais comme tous les événements sportifs, s'invite dans le monde politique, ou la politique s'invite dans le monde du monde sportif. Or, dans le fond, depuis le début de cette guerre, il y a déjà eu des équipes iraniennes qui ont participé à des compétitions internationales. Et je pense que la problématique, elle vient plutôt de l'Iran, où on a vu d'ailleurs une équipe féminine qui ne voulait pas rentrer il y a quelque temps, mais du coup qui est quand même rentré sur le territoire iranien. Et il y a des sportifs iraniens qui veulent faire défection, et donc cela montre aussi une image du pays qui n'est pas, je dirais, favorable au régime des Mollahs. Et peut-être que la peur aussi du régime des Mollahs, c'est que cette équipe iranienne aille évidemment jouer aux États-Unis, au Mexique, au Canada, et plus probablement au Mexique ou au Canada plutôt qu'aux États-Unis, mais qui, à un moment donné, se disent, nous, on ne va pas pouvoir rentrer sur le territoire iranien au moment. Et donc, il y a aussi une image qui sera donnée, parce que le sport, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a tout est affaire d'image et de politique. Ils sont gagnants en matière. Oui, mais vous savez, ils peuvent gagner, mais ils peuvent aussi dire je retire le drapeau iranien. Enfin, il y a oui. Bon, revenons à la guerre qui nous préoccupe et à des propos assez intéressants et étonnants qui ont été tenus par le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, qui a prévenu lors d'une réunion du cabinet de sécurité il y a 2 jours, je cite, que l'armée israélienne pourrait s'effondrer sur elle-même face aux exigences opérationnelles croissantes et à la pénurie d'effectifs de plus en plus importante. Stéphane Goldin, on a la chance de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes militaire israélien. Quand même une condamnation sévère en temps de guerre. C'est étonnant qu'il tire à ce point la sonnette d'alarme en ce moment même. Alors, Eyal Zamir tire la sonnette d'alarme, mais on rentre dans une question qui est de politique politicienne israélienne, pour dire clairement les choses, parce que ce débat sur l'incorporation d'une partie de la population israélienne, elle date pas depuis le début de la guerre, elle date depuis... D'accord, mais le dire là maintenant, pendant la guerre. Parce que c'est vrai qu'Israël est dans une phase aujourd'hui où elle a recruté énormément de réservistes. Il y en a encore 40 000 qui ont été... Est-ce qu'il en manque pas, justement? Et concrètement, il y a une population ultra-orthodoxe, pour dire clairement les choses, qui représente à peu près 14 000 personnes qui pourraient être conscrites. Il y a eu... Et ils ne sont pas conscrits, on ne peut pas les mobiliser jusqu'à présent. Il y a eu
un projet qui a été proposé qui pourrait en incorporer 4000, il y en a à peine 2 ou 3000 qui rentrent dans l'armée. Or, concrètement, il va falloir que chacun mette la main à la pâte dans cette affaire. Alors la question est de savoir, est-ce que Israël va devoir remonter le temps du service militaire à 36 mois comme ça l'était auparavant, parce que du coup le fait d'avoir baissé fait partir les gens un peu plus tôt, c'est une question qui se pose, mais je peux vous dire qu'en Israël, il y a un large consensus pour que cette population ultra-orthodoxe participe aussi à la vie de la cité, à la vie du pays, et qu'elle puisse faire un service. Moi, je dis les choses de façon très claire. Je pense que les ultra-orthodoxes doivent aussi donner au pays, que cela soit au niveau d'un service civil, au niveau d'un service public, ou à l'armée s'ils le veulent. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est... Et pour le moment, ils le refusent catégoriquement. Pour l'instant, ils le refusent pour des raisons qui sont, je dirais, plus qu'ancestrales. Et donc, mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas avoir une partie de la population qui rentre dans les forces de Tsahal, ou en tout cas dans les forces de sécurité israéliennes, pour combattre avec le peuple israélien. Alors, avant de vous faire réagir, écoutons ce qu'on a dit, parce que ces propos, ça fait réagir évidemment en Israël. Yair Lapid, le chef de l'opposition en Israël. Le chef d'état-major a fait savoir hier au Conseil des ministres qu'il n'avait plus aucun moyen de continuer à mobiliser les réservistes. Certains d'entre eux en sont déjà à leur 6e ou 7e période de service. Ces réservistes sont épuisés et ne sont plus en mesure de relever nos défis en matière de sécurité. L'armée ne dispose pas de suffisamment de soldats pour mener à bien ses missions. Le fait que le gouvernement continue d'encourager l'insoumission des ultra-orthodoxes constitue un désastre sécuritaire et porte un coup sévère à la capacité opérationnelle de l'armée. Vous voulez tous réagir là. Un désastre sécuritaire quand même. Alors, là, je suis d'accord, on voit tout de suite qu'il explique qu'on a un problème, mais il explique aussi par le fait que les ultra-orthodoxes ne veulent pas rejoindre les forces armées. Alors, mais une autre conséquence qui n'est pas propre à Israël, lorsque l'on mobilise, c'est les conséquences économiques très importantes. C'est-à-dire que quand vous mobilisez dans un pays qui fait 9,5 millions d'habitants à peu près, c'est ça Stéphane, plusieurs centaines de milliers de réservistes, et que ces gens-là sont des ingénieurs qui sont dans les high-tech, qui participent à la prospérité du pays, et qui doivent partir plusieurs mois au combat, vous avez un véritable problème après pour faire vivre le pays sur le plan économique. Et donc ça a quand même un effet exponentiel